La fille s'est effondrée à la seconde où Sam a ouvert la porte. Pas évanouie, effondrée. Comme si ses jambes avaient juste lâché. Elle a heurté les planches du porche avec ses genoux. Mais ses bras sont restés verrouillés autour du paquet, le protégeant même en tombant. C'est là que Sam a vu le sang. Ses pieds n'étaient plus des pieds, juste de la chair à vif enveloppée dans de la peau. Le bébé dans ses bras ne pleurait pas, ne bougeait pas. Et derrière elle, un garçon se tenait debout, vacillant. Ses lèvres étaient gercées et en sang. Il tenait un morceau de papier qui disait « Aidez-nous » griffonné d'une main d'enfant. Si vous regardez ceci de n'importe où dans le monde, écrivez votre ville dans les commentaires. J'ai besoin de voir jusqu'où cela va. Et si vous croyez que les gens brisés peuvent se reconstruire, abonnez-vous. Restez jusqu'à la fin. Ce qui arrive ensuite va vous anéantir. Je le promets. Le whisky de Sam a touché le sol. Bon sang, il s'est précipité vers l'avant. Il a rattrapé la fille avant que sa tête ne heurte le bois. C'est quoi ce bordel? De l'eau. Les mots sont sortis de sa gorge comme du gravier. S'il vous plaît, le bébé. Sam a regardé le paquet. 6 mois, peut-être moins. Les yeux révulsés. La peau couleur de vieux papier. Il avait déjà vu ça. Déshydratation. Stade avancé. Peut-être quelques minutes restantes. Entrée. Maintenant. Je peux travailler. Les doigts de la fille se sont enfoncés dans sa chemise. Nous le pouvons tous. Juste de l'eau. On la gagnera. Bougez. Sam l'a à moitié porté, à moitié traîné à travers la porte. Le garçon suivait, silencieux, trébuchant. Sam a poussé une chaise du pied. Assis. Ne bougez pas. Il a attrapé le pichet sur le comptoir. Il a versé de l'eau dans une tasse, l'a poussé vers la fille. Buvez. Doucement. Daisy d'abord. Toi d'abord, ou tu vas t'évanouir et tu ne lui serviras à rien. Buvez. Les mains de la fille tremblaient tellement que l'eau éclaboussait partout. Elle a porté la tasse à sa bouche et a avalé. Les larmes ont tracé des sillons propres à travers la saleté de son visage. Elle en a bu la moitié, s'est arrêtée, a tendu la tasse. Le bébé. Sam l'a prise. Il a mouillé un chiffon, a incliné la tête du bébé en arrière. Sa bouche pendait ouverte. Il a fait couler de l'eau sur sa langue. Rien. Il a réessayé. Rien. Allez, il en a fait couler plus. Allez, bon sang. La gorge du bébé a bougé. Juste un battement, mais c'était quelque chose. C'est ça. Il a continué à faire couler l'eau. C'est ça. Encore. La fille a glissé de la chaise sur ses genoux à côté de lui. Est-ce elle avale? Continue de lui parler. Daisy. Daisy, c'est Ruby. On a réussi, ma chérie. On a réussi. Tu m'entends? Tu viens de boire un coup. Juste un petit peu. Les yeux du bébé ont papillonné. Ouverts. Non focalisés, mais ouverts. Seigneur, aie pitié, a chuchoté Ruby. Sam a regardé le garçon toujours debout près de la porte, une rougeur de fièvre sur ses joues. La sueur trempait sa chemise bien que ses lèvres soient gercées par la déshydratation. Toi, assieds-toi avant de tomber. Le garçon n'a pas bougé. Il fixait juste avec des yeux qui en avaient trop vu. Il ne parle pas, a dit Ruby. Pas depuis que maman est morte. Mais il vous entend. Jessie, Sam a rendu sa voix ferme. Je suis Sam. Tu es en sécurité ici. Assieds-toi. Les jambes de Jessie se sont pliées. Il a heurté le sol plus qu'il ne s'est assis, le dos contre le mur. Sam a versé une autre tasse, la lui a apportée. Bois. Petites gorgées. Jessie a pris la tasse à 2 mains, l'a portée à sa bouche. Tout son corps tremblait. Il a avalé 3 gorgées avant d'avoir un haut le cœur. Il s'est penché et a tout vomi. Doucement, trop vite. Sam a attrapé une serviette, a essuyé la bouche du garçon. Et c'est encore. Plus doucement. Pendant les 20 minutes suivantes, Sam a bougé entre eux 3. De l'eau pour le bébé, goutte après goutte, prudente. De l'eau pour Ruby, qui continuait d'essayer de donner la sienne à ses frères et ses sœurs. De l'eau pour Jessie, qui a vomi 2 fois de plus avant que son corps ne se souvienne comment la garder. Quand les yeux du bébé se sont concentrés et ont suivi le mouvement, Sam a reculé. Quand Ruby a pu s'asseoir sans vaciller, quand Jessie a arrêté de trembler, Sam a reculé. Vous marchez depuis combien de temps? La voix de Ruby était plus forte maintenant. Toujours rauque, mais plus forte. 3 jours, peut-être 4. Depuis où? Casper.
La mâchoire de Sam s'est serrée. C'est à 40 000. Oui, monsieur. Vous avez marché 40 000 en juillet avec un bébé et un garçon malade. Il n'était pas malade quand on est parti. La fièvre est venue hier. Pourquoi? Ruby a levé le menton. Notre tante nous a mis dehors. Mis dehors? Oui, monsieur. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus nous assumer. M'a donné un demi-pain et une gourde. M'a dit de marcher jusqu'à Douglas, à la mission là-bas. Douglas est à 60 000 de Casper. Je sais, je me suis perdu. La voix de Ruby s'est brisée. L'eau s'est épuisée le deuxième jour. Le pain a moisi. J'ai juste continué à marcher parce que s'arrêter signifiait mourir. Sam a regardé ses pieds, le sang trempait les chiffons enroulés autour d'eux. Les ampoules avaient éclaté et s'étaient infectées. Les os apparaissaient par endroits. Vous avez des noms? Ruby May Thornton. Le bébé, c'est Daisy Rose. Lui, c'est Jesse. Elle a tiré Daisy plus près. On est du même sang. Même maman, même papa. Tous les deux morts maintenant. Votre tante a un nom? Quelque chose a vacillé dans les yeux de Ruby. Pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin quand je signalerai ça au shérif. Non. Ruby a lutté pour se lever, a vacillé. Pas de shérif, pas de loi. Ils nous renverront chez elle ou nous sépareront. On reste ensemble ou on court. Tu tiens à peine debout. Je ramperai s'il le faut. Sam a vu Jesse bouger alors. Le garçon s'est relevé, s'est positionné entre Sam et sa sœur. Ses mains se sont levées, poings serrés. 8 ans, brûlant de fièvre, tenant à peine debout, mais prêt à se battre. Doucement, Sam a levé les mains. Je ne suis pas l'ennemi ici. Tout le monde est l'ennemi jusqu'à preuve du contraire. La voix de Ruby est devenue plate. On a appris ça en frappant aux portes entre ici et Casper. 12 maisons, 12 portes fermées au nez. Quel est le nom de votre tante? Margaret Fairfax. Elle tient de la boutique de robes à Casper. Le rire de Ruby était amer. Une citoyenne honnête et respectée, un pilier de la communauté. Et elle a jeté 3 orphelins comme des ordures parce que son prétendant ne voulait pas d'enfants autour. Sam a senti quelque chose de froid s'installer dans son ventre. Elle vous a dit ça? Pas besoin. Je les ai entendus parler. Monsieur Weatherby de la banque. Il a dit que les enfants étaient un fardeau, a dit qu'une femme de son âge ne devrait pas être encombrée des erreurs de quelqu'un d'autre. La gorge de Ruby s'est serrée. 2 jours plus tard, elle a emballé nos affaires et nous a montré la route. Est-ce qu'elle vous a fait du mal? Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Ruby a regardé Jesse. Les yeux du garçon étaient devenus sombres. Ses mains étaient toujours serrées. Elle ne nous a jamais frappés, a dit Ruby doucement. Mais elle s'est assurée qu'on sache qu'on n'était pas désiré. Elle s'est assurée qu'on sache qu'on mangeait sa nourriture, qu'on portait sa charité, qu'on respirait son air. Elle a fait dormir Jesse dans la cave quand il faisait des cauchemars parce que ses pleurs la dérangeaient. Sa voix a baissé. Quand Daisy a eu des coliques, elle m'a dit de la sortir dehors, même quand il faisait froid, même quand il pleuvait. Parce que M. Weatherby était en visite et que les pleurs de bébé n'étaient pas distingués. Les mains de Sam se sont serrées en poing. Quel âge as-tu? 11 ans. Tu t'occupes d'un bébé depuis que tu as 11 ans. Depuis que j'ai 10 ans. Maman est morte il y a 6 mois. Ruby a croisé son regard. J'ai fait de mon mieux. Je le jure, mais je ne pouvais pas arrêter les pleurs de Daisy. Et je ne pouvais pas faire parler Jesse. Et je ne pouvais pas me rendre assez invisible. Alors elle nous a jetés dehors. Le bébé a commencé à s'agiter. Ruby l'a bercé automatiquement, des gestes si pratiqués qu'il semblait être inconscient. « Vous avez un autre endroit où aller? » a demandé Sam. « La mission à Douglas, si on peut y arriver. Et s'ils sont complets? » Le silence de Ruby était une réponse suffisante. Sam a regardé ses 3 enfants, Ruby essayant de maintenir sa famille ensemble par pure volonté. Jesse montant de la garde même s'il tenait à peine debout. Bébé Daisy qui avait failli mourir sur son porche. Il devrait les envoyer en ville, à l'église, à quelqu'un d'équipé pour gérer ça. Il était un veuf vivant seul. Un homme qui avait rendu son insigne de shérif parce qu'il n'avait pas pu sauver la seule personne qui comptait. Quelle affaire avait-il à recueillir 3 orphelins? Mais il a regardé les pieds de Ruby, le sang, le désespoir gravé sur son visage. La façon dont elle tenait sa sœur, comme quelqu'un qui avait appris que tenir bon était la seule chose entre vous et le vide. Il y a une chambre en haut, s'est-il entendu dire. 2e porte à gauche, le lit est propre.
Vous resterez là ce soir. Les yeux de Ruby se sont écarquillés. Vous êtes sérieux? Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Mais le travail, je vous ai dit, on travaillera. Vous travaillerez demain. Aujourd'hui, vous vous reposez. Il a regardé Jesse. Toi aussi, fils, cette fièvre doit tomber. Les yeux de Jesse ont glissé vers Ruby. Elle a hoché la tête. Les épaules du garçon se sont affaissées de soulagement. Tu peux marcher? A demandé Sam à Ruby. Oui, monsieur. Alors vas-y. Je monterai de la nourriture dans un moment. Ruby a rassemblé Daisy, s'est levée sur des pieds qui devaient hurler de douleur. Elle a fait 3 pas avant que ses genoux ne lâchent. Sam l'a rattrapée, les a rattrapés toutes les deux. L'orgueil va te tuer plus vite que la chaleur, a-t-il dit. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Laisse-moi aider. Pendant un moment, Ruby est restée rigide. Puis quelque chose en elle s'est brisé et elle s'est affaissée contre lui. Je suis si fatigué. Je sais. Il l'a portée en haut, Daisy entre eux. Jesse suivait, une main sur le mur pour l'équilibre. La chambre était exactement comme Catherine l'avait laissée. Une courte pointe propre, les rideaux tirés contre le soleil, un pichet et une bassine sur la commode. Sam a posé Ruby sur le lit. Elle a immédiatement essayé de se lever. « Je vais mettre du sang sur votre courte pointe. Ça se lave, couche-toi. » Mais, Ruby, je suis si fatigué. Il a attendu qu'elle le regarde. « Vous êtes en sécurité ici, tu comprends? » En sécurité. Tu n'as pas besoin de gagner le droit de te reposer. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tout le monde dit ça juste avant de changer d'avis. Je ne suis pas tout le monde. Il les a laissés là, a tiré la porte presque fermée et être descendu. Ses mains tremblaient. Il s'est versé un autre whisky, l'a regardé, l'a versé dans l'évier. 3 orphelins. 3 enfants qui avaient traversé l'enfer et avaient survécu on ne sait comment. 3 raisons pour lesquelles sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée. La chose intelligente serait de les emmener en ville le matin, de les remettre au Reverend Matthews, de laisser l'Église se débrouiller. Sam avait fait sa bonne action. Il leur avait donné de l'eau, leur avait donné un abri pour une nuit. C'était assez. C'était plus que ce que la plupart des gens feraient, mais il continuait de voir le visage de Ruby quand elle avait demandé s'il était sérieux. Ce mélange d'espoir et de peur, comme si elle avait appris que l'espoir n'était qu'un autre mot pour une déception éventuelle. Sam est allé les voir 1 heure plus tard. Ruby était blottie autour de Daisy, toutes deux endormies. Jesse était assis par terre près du lit, le dos au mur, les yeux mi-clos mais ne dormant pas, montant la garde même dans sa fièvre. Sam a laissé du pain et du fromage sur la commode, a rempli le pichet d'eau et s'est retiré. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il est juste resté assis dans sa cuisine, écoutant la maison craquer, pensant à Catherine. Elle avait voulu des enfants, avait prévu leur nom, leur avenir. Toutes les choses qu'ils feraient en famille. Puis la tuberculose l'avait emporté et ses plans étaient morts avec elle. Maintenant, voici 3 enfants qui avaient besoin de quelqu'un. Et Sam était la dernière personne qui devrait se porter volontaire. Il avait failli à Catherine, failli à voir à quel point elle devenait malade, failli à faire venir le médecin à temps, failli à la sauver. Qu'est-ce qui lui faisait penser qu'il pouvait bien faire pour quelqu'un d'autre? L'aube est arrivée froide et claire. Sam a fait du café, a commencé le petit déjeuner. Il a entendu des pas dans l'escalier. Ruby est apparue dans l'encadrement de la porte, Daisy dans ses bras. Elle s'était lavé le visage, avait tressé ses cheveux, essayé de se rendre présentable. Ses pieds étaient toujours nus et déchirés. « Bonjour », a-t-elle dit. « Tu devrais te reposer. »« J'ai dormi. C'est assez. » Elle a regardé autour de la cuisine. « Vous avez de l'avoine? Je peux faire du porridge. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si, j'en ai besoin. » Sa voix était ferme. « Je vous l'ai dit. On travaille ou on part. C'est le marché. » Sam a vu Jesse derrière elle, se tenant au cadre de la porte. Les yeux du garçon étaient plus clairs, mais la rougeur de la fièvre était toujours là. « D'accord, » a dit Sam, « l'avoine est dans le garde-manger. Des pommes aussi, si vous en voulez. » Ruby a installé Daisy sur une chaise, l'a calée avec des couvertures et s'est mise au travail. Ses mouvements étaient inefficaces, pratiqués. Elle faisait ça depuis longtemps. Sam a versé du café, l'a regardé cuisiner dans sa cuisine et a essayé de comprendre ce qui allait se passer ensuite. « Ruby, nous devons parler. » Ses épaules se sont tendues. De partir, de rester ou d'essayer. Il a attendu qu'elle se retourne. Ce que ta tante a fait, c'est illégal. Abandon d'enfant, au minimum.
Mais pour le prouver, pour m'assurer que vous êtes protégé, je dois parler à un avocat. Je dois comprendre comment ça marche. Comment quoi marche? Comment un veuf sans famille peut garder 3 orphelins quand leur parente de sang les veut? La cuillère de Ruby a cliqueté contre la casserole. Vous feriez ça? Vraiment? Je dis que je vais essayer. Mais Ruby, la loi favorise le sang. Ta tante pourrait contester ça. Pourrait rendre ça laid. Une lettre, le menton de Ruby s'est levé. Je dirai à tout le monde ce qu'elle va faire. Il y a 4 ans, Jesse a pointé l'étoile, a pointé Sam, a pointé les 3 petites silhouettes. Il pense que vous pouvez nous sauver. La voix de Ruby s'est brisée. Il pense. Un coup à la porte l'a coupé. Tout le monde s'est figé. Le coup est venu de nouveau, plus fort cette fois. Officiel. Hartford, je sais que tu es là. Ouvre. Sam a reconnu cette voix. Le shérif Tom Dawson. Ruby a attrapé Daisy. Les yeux de Jesse se sont écarquillés de peur. En haut, a dit Sam doucement. Maintenant. Ruby a couru, Jesse juste derrière elle. Sam a entendu la porte de la chambre se fermer. Il a ouvert la porte d'entrée. Tom Dawson se tenait sur le porche, son insigne accrochant la lumière du matin. Derrière lui, 2 chevaux. Sur l'un d'eux, une femme en noir. Margaret Fairfax. Elle ressemblait exactement au dessin de Jesse. Visage pointu, yeux froids, bouche comme une coupure de couteau. « Samuel, » a dit Tom. « On a un problème, c'est vrai. » Margaret a poussé Tom pour passer. « Où sont mes nièces et mon neveu? »« Je sais qu'ils sont ici. Les garçons Henderson les ont vus par ta fenêtre hier. » La mâchoire de Sam s'est serrée. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne jouez pas à ça avec moi. Ces enfants sont ma responsabilité, mon sang. Et vous les hébergez illégalement. » Ses yeux se sont plissés. « Je les veux. Maintenant. » Non. Sam a regardé Tom. « Tu es là officiellement? » Margaret a déposé une plainte. Elle a dit que 3 orphelins sous sa garde se sont enfuis il y a 3 jours. Elle a dit qu'elle les cherchait. Elle a dit que quelqu'un les a repérés ici. Et tu l'as cru. Je suis la procédure. La voix de Tom était prudente. Mais Sam, si ces gamins sont ici, tu dois les remettre. Tuteur légal et tout ça. Tuteur légal. La voix de Sam est devenue dure. C'est ce qu'elle te dit? C'est ce que dit la loi. Est-ce que la loi dit quelque chose sur le fait de mettre dehors 3 enfants sans nourriture, sans eau, en leur disant de marcher 60 milles dans la chaleur de juillet? Le visage de Margaret a rougi. C'est un mensonge. Les pieds de la plus grande sont de la viande crue. Le bébé était à quelques minutes de mourir quand ils sont arrivés ici. Le garçon a de la fièvre à force de marcher malade pendant 3 jours. Sam, tu rends ça plus difficile que nécessaire. Madame Fairfax a le droit légal, à moins que tu aies une preuve du contraire. J'ai 3 enfants à moitié morts en haut. C'est une preuve suffisante? C'est la preuve qu'ils se sont perdus, pas qu'elle les a maltraités. Tom, je suis désolé, Sam, mais sans preuve, sans témoin, c'est sa parole contre la tienne. Et le sang gagne. La voix de Tom a baissé. Tu sais que c'est vrai. Sam a regardé l'escalier. Il savait que Ruby était là-haut à écouter. Il savait qu'elle était probablement en train d'emballer leurs affaires, se préparant à courir à nouveau. Il a regardé Margaret, a vu la satisfaction dans ses yeux. Elle savait qu'elle avait gagné. Non, a dit à Sam. La main de Tom s'est resserrée sur son arme. Sam, ne fais pas ça. Ils ne partent pas. Pas avec elle. Pas aujourd'hui. Tu interfères avec la loi. Alors arrête-moi. Margaret a souri. Vous l'avez entendu, shérif. Il refuse un ordre légal. Arrêtez-le et amenez-moi mes nièces et mon neveu. Tom a regardé Sam pendant un long moment. Puis il a soupiré. Je ne peux pas t'arrêter pour vouloir protéger des enfants. Mais Sam, ça ne finira pas là. Elle ira voir le juge territorial. Elle obtiendra une ordonnance. Et là, je n'aurai pas le choix. Combien de temps? Quelques semaines. Peut-être un mois. Je prends. Le sourire de Margaret a disparu. Vous ne pouvez pas, madame. Il vient de le faire. Tom a touché son chapeau. Je déposerai le rapport. Vous aurez votre date d'audience. Mais d'ici là, ces enfants restent où ils sont. Il a tourné son cheval, s'est dirigé vers la route. Margaret a fixé Sam, son visage tordu par la fureur. Vous regretterez ça. Je m'en assurerai. Ces enfants sont à moi par la loi et par le sang. Et quand le juge statuera en ma faveur, je m'assurerai que vous ne les revoyez jamais.
Sortez de ma propriété. Ce n'est pas fini. Ça l'est pour aujourd'hui. Elle a fait faire volte-face à son cheval, a chevauché après Tom. Sam est resté sur son porche et a regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis il est rentré et monté les escaliers et ouvert la porte de la chambre. Ruby était assise sur le lit, Daisy serrée contre elle, le visage blanc. Jessie se tenait à côté d'elle, son morceau de papier froissé dans son poing. « Vous avez entendu ?» a dit Sam. Ruby a hoché la tête. « Je ne la laisserai pas vous prendre. Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Le shérif a dit qu'on avait du temps, peut-être un mois, et je vais utiliser chaque seconde. Il a regardé Jessie. « Tu m'as demandé d'être shérif à nouveau pour te protéger. Je ne peux pas remettre l'insigne, mais je peux me battre pour vous tous, si c'est ce que vous voulez. » Jessie a défroissé son papier, l'a tendu. Le dessin montrait 4 silhouettes maintenant, 3 petites, une grande. Toutes se tenant la main, toutes à l'intérieur de la maison. Et dehors, la forme sombre était plus petite, plus loin. « Famille !» a chuchoté Ruby. « Il nous a dessiné une famille. » La vision de Sam s'est brouillée. « Ouais, il l'a fait. Vous êtes vraiment sérieux? Vous vous battrez pour nous? » Jusqu'à mon dernier souffle. Ruby s'est levée, a traversé vers lui et a enroulé ses bras autour de sa taille, Daisy entre eux, Jessie se pressant tout contre. « Merci » a-t-elle dit dans sa chemise. « Merci, merci, merci. » Sam les a tenus. Ces 3 enfants brisés qui avaient trébuché sur son porche et brisé la tombe dans laquelle il vivait. Il ne savait pas comment cela finirait, ne savait pas s'il pouvait battre Margaret au tribunal, ne savait pas si la loi le verrait comme un sauveur ou un kidnappeur. Mais il savait une chose, il ne lâcherait pas sans se battre. Sam les a laissés s'accrocher pendant exactement 30 secondes. Puis il s'est reculé, a gardé sa voix stable. « Ruby, j'ai besoin que tu me dises tout. Chaque détail sur ce qui s'est passé chez ta tante. Tu peux faire ça? » Ruby a essuyé ses yeux. « Pourquoi? Parce que si on va au tribunal, on a besoin de preuves. Ta parole contre la sienne ne suffira pas. Elle dira que je mens. Probablement. Mais si on a des détails, des dates, des témoins, des choses qu'elle ne peut pas expliquer, alors on a une chance. » Sam a regardé Jessie. « Toi aussi, fils. Je sais que tu ne peux pas parler, mais tu peux dessiner. Peux-tu dessiner ce qui s'est passé là-bas? » La main de Jessie s'est resserrée sur son papier froissé. Il a hoché la tête une fois. « Bien. On aura besoin de ça, » Sam s'est redressé. « Mais d'abord, je vais en ville. J'ai besoin de trouver un avocat qui connaît la loi territoriale. Vous 3, restez à l'intérieur. N'ouvrez la porte à personne. Compris? Et si elle revient? » La voix de Ruby était petite. Elle ne reviendra pas. « Pas aujourd'hui. Tom nous a acheté du temps. Il a attrapé son chapeau au crochet. Il y a de la nourriture dans le garde-manger. La fièvre de Jessie doit être surveillée. Si ça empire, il y a du thé d'écorce de saule dans le placard. Tu sais comment le faire? » « Oui, monsieur. Je serai de retour avant la nuit. » Ruby a attrapé sa manche. « Et si vous ne revenez pas? » Sam a vu la peur dans ses yeux, brute et réelle. Cet enfant avait été abandonné trop de fois pour croire aux promesses. « Je reviens. » Ce n'est pas un peut-être. C'est un fait. Il s'est accroupi à son niveau. « Ruby, je ne manque pas à ma parole. Tu vas apprendre ça de moi. » Elle a scruté son visage. Ce qu'elle y a vu l'a fait hocher la tête. Sam a chevauché dur jusqu'à Casper, son esprit travaillant tout le long du chemin. Il avait besoin de Samuel Pritchard, le seul avocat des 3 comtés qui ne voyait pas d'inconvénient à prendre les affaires dont personne d'autre ne voulait. Il l'a trouvé dans son bureau au-dessus du magasin général, entouré de livres de droit et de fumée de tabac. Sam Hartford, Pritchard a levé les yeux de ses papiers. « J'ai entendu dire que tu étais mort. Je m'entraînais juste. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de demander la tutelle de 3 enfants orphelins. Leur tante les veut. Je dois l'arrêter. » Pritchard a posé son stylo. « Leur tante a un lien de sang? Ouais. Et toi, tu as quoi exactement? » 3 enfants à moitié morts qui se sont présentés à ma porte après qu'elle les a jetés dehors. Les pieds de la plus grande sont en lambeaux après avoir marché 40 000. Le bébé mourait de déshydratation. Le garçon a de la fièvre. Tu as une déclaration de médecin? Pas encore. Des témoins? Juste les enfants. Pritchard s'est adossé à sa chaise. Sam, je vais être franc avec toi. La loi du sang favorise les proches.
Ça a toujours été le cas. À moins que tu ne puisses prouver qu'elle est inapte, manifestement dangereuse, le juge se rangera de son côté. Elle les a mis dehors dans la chaleur de juillet sans nourriture et avec à peine un peu d'eau. Les a envoyés faire une marche de 60 000 vers une mission qui ne les prendrait peut-être même pas. En quoi ce n'est pas inapte? C'est sa parole contre la leur. Et les enfants peuvent être coachés, peuvent mentir, peuvent en mal se souvenir. Pritchard a sorti une feuille de papier vierge. Ce dont tu as besoin, c'est de documentation, de dossiers médicaux montrant leur état à leur arrivée, de témoins de moralité qui peuvent attester de ton aptitude, de preuves de la négligence de la tante qui ne peuvent être contestées. Combien de temps j'ai? Margaret Fairfax a déposé une requête ce matin. Le juge Morrison est en tournée, ne sera pas de retour avant 2 semaines. Ensuite, il fixera une audience. Tu as 3, peut-être 4 semaines au total. Ce n'est pas assez de temps. C'est ce que tu as. Pritchard a trempé son stylo dans l'encre. Commence par le Dr. Reinhardt. Fais-lui examiner ses enfants. Documente tout. Ensuite, on construit ton dossier. Montre qu'ils s'épanouissent avec toi. Que tu peux fournir un foyer stable. Je suis veuf, vivant seul. Tu es aussi un ancien shérif avec un casier vierge et un ranch en activité. Ça compte pour quelque chose. Pritchard a croisé son regard. Mais Sam, tu dois comprendre ce que tu affrontes. Margaret Fairfax est une femme d'affaires respectée. Elle se peindra comme une tante en deuil, faisant de son mieux avec des moyens limités. Elle te peindra comme un vieil homme solitaire avec des motifs douteux pour recueillir des enfants. La mâchoire de Sam s'est serrée. C'est un sacré mensonge. Ça ne fait rien. C'est ce qu'elle argumentera. Et les jurys, les juges, ils gobent ça. Pritchard a commencé à écrire. Nous devons prendre les devants, construire un récit qui montre que ces enfants ont été négligés et abandonnés et qu'ils sont mieux avec toi. Qu'est-ce que ça va coûter? Plus que ce que tu veux payer, mais je te facturerai en plusieurs fois. Juste? Juste. Sam a quitté le bureau de l'avocat avec une liste de choses à faire et un nœud dans l'estomac qui ne voulait pas se desserrer. Il est allé directement à la clinique du Dr. Reinhardt. Le vieux médecin a jeté un coup d'œil au visage de Sam et a dit « Qui est-ce blessé? 3 enfants chez moi. J'ai besoin que tu viennes les examiner. Documenter leur état. Quel genre d'état? Le genre qui vient d'être abandonné par sa tante et de marcher 40 000 à travers l'enfer. » Reinhardt a attrapé son sac. « Allons-y. » Ils sont rentrés ensemble à cheval, le médecin posant des questions tout le long du chemin. Sam a répondu aussi honnêtement qu'il le pouvait, n'a rien omis. Au moment où ils ont atteint le ranch, le visage de Reinhardt était sombre. « Si ce que tu me dis est vrai, cette femme devrait être en prison. D'abord, nous devons le prouver. » À l'intérieur, Ruby avait nettoyé la cuisine et de la nourriture cuisait sur le poêle. Jesse était assis à la table avec des papiers étalés devant lui, dessinant. Daisy dormait dans un panier doublé de couverture. Ruby a levé les yeux quand ils sont entrés, son corps se tendant. « C'est qui? »« Le docteur Reinhardt. Il est là pour aider. Je n'ai pas besoin d'un médecin. Tes pieds disent le contraire. » Sam a gardé sa voix douce. « Ruby, on en a parlé. On a besoin de documentation. Le doc a besoin de vous examiner, d'écrire ce qu'il voit. Ça aidera au tribunal. » La main de Ruby est allée vers Jesse. « Lui aussi? Vous 3. » Reinhardt a posé son sac. « Je ne te ferai pas de mal, enfant. J'ai juste besoin de regarder. Prendre quelques notes. Tu peux faire ça pour moi. » Ruby a regardé Sam. Il a hoché la tête. Elle a pris une inspiration. « D'accord. L'examen a pris 1 heure. » Reinhardt était minutieux, clinique, écrivant tout de sa main soignée de médecin. Les pieds de Ruby, son état de malnutrition, les bleus en train de guérir sur ses bras. La fièvre de Jesse, son poids, les vieilles cicatrices sur son dos, les retards de développement de Daisy, son état fragile, les signes de négligence prolongée. Quand il a fini, la bouche de Reinhardt était une ligne fine. C'est criminel. Ces enfants ont été systématiquement négligés. Tu peux témoigner de ça? Je ferai mieux. J'écrirai un rapport si détaillé qu'aucun juge ne pourra l'ignorer. Il a regardé Ruby. Tu es une fille courageuse, plus courageuse que la plupart des adultes que je connais. Ruby a baissé la tête. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. C'est ça, être courageux.
Après le départ du médecin, Sam a trouvé Jesse toujours à la table, entouré de dessins. Il avait travaillé tout le temps que Reinhardt était là, son crayon bougeant par traits rapides et nets. Sam a ramassé l'un des papiers, a senti son estomac tomber. Il montrait un petit garçon enfermé dans un espace sombre, une cave à ce qu'il semblait. Au-dessus, les chaussures d'une femme marchaient d'avant en arrière. La bouche du garçon était ouverte dans un cri, mais aucun mot ne sortait. Jésus, fils. Jesse a poussé un autre dessin vers lui. Celui-ci montrait 3 enfants à une table, des assiettes vides devant eux. Une femme mangeant, son assiette pleine. Les côtes des enfants visibles à travers leur peau. Un autre dessin. Un bébé pleurant. La main d'une femme le tenant par une porte, la neige tombant. Un autre. Une fille frottant les sols, les mains à vif et en sang. Une femme se tenant au-dessus d'elle avec un bâton. Jesse. La voix de Sam est sortie rauque. Est-ce que tout ça est vrai? Tout ça, Jesse a hoché la tête. Ruby est apparue dans l'encadrement de la porte, a vu les dessins. Son visage est devenu blanc. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit d'oublier. C'est arrivé? Sam a tenu l'image de Jesse dans la cave. Il faisait des cauchemars, pleurait dans son sommeil. Elle disait que ça perturbait son repos. La voix de Ruby tremblait. Alors elle l'enfermait là-bas, parfois pour des nuits entières. Je lui glissais des couvertures quand je pouvais, mais si elle m'attrapait, elle les enlevait. Et ça, l'image du bébé dans la neige. Daisy avait des coliques. Hurlait pendant des heures. Margaret disait que ça lui donnait des maux de tête. Ruby a enroulé ses bras autour d'elle-même. Elle m'a obligé à sortir Daisy, même quand il gelait. Elle disait que l'air frais la calmerait. Ça l'a fait? Non. Elle pleurait juste plus fort à cause du froid. Mais je ne pouvais pas la ramener jusqu'à ce qu'elle arrête. Sam a senti la rage monter, chauffer à blanc et pur. Combien de temps cela a-t-il duré? 6 mois à partir de la mort de maman, jusqu'à ce qu'elle nous jette dehors. Est-ce qu'elle vous a déjà frappé? Ruby a hésité. Jesse a poussé un autre dessin vers l'avant. La main d'une femme levée, une fille recroquevillée, une cuillère en bois en l'air. Parfois, a chuchoté Ruby, si je brûlais le dîner, ou si je ne nettoyais pas assez bien, ou si Jesse faisait du bruit. Juste des gifles, surtout. Une fois avec une cuillère, quand j'ai répondu. Sam a rassemblé les dessins, ses mains tremblant de l'effort pour rester calme. On garde ça, tout ça. Jesse, peux-tu en dessiner plus? Tout ce dont tu te souviens? Le garçon a regardé Ruby. Elle a hoché la tête. Jesse a ramassé son crayon. Pendant la semaine suivante, Sam s'est jeté dans la construction de leur dossier. Il a emmené Ruby et Jesse en ville pour faire des déclarations à Pritchard. Il a aligné des témoins de moralité. Tom Brennan, son ancien ouvrier agricole, qui avait vu les enfants à leur arrivée et pouvait témoigner de leur état. Madame Chen du magasin général, qui avait vendu les provisions de Margaret le jour où elle avait renvoyé les enfants et pouvait témoigner qu'elle n'avait acheté nulle part assez de nourriture pour 3 personnes. Le Reverend Matthews, qui avait entendu Margaret se plaindre du fardeau des parents orphelins. À travers tout ça, les enfants se sont installés dans la vie au ranch. Ruby cuisinait et nettoyait avec une détermination féroce, essayant toujours de gagner sa vie malgré les protestations de Sam. Jesse dessinait, ses images devenant plus détaillées, plus accablantes. Daisy devenait plus forte, commençait à sourire, commençait à tendre les bras vers Sam quand il entrait dans une pièce. Et lentement, prudemment, ils ont commencé à faire confiance. Sam a appris à Ruby à mieux lire, s'asseyant avec elle à la table de la cuisine après le dîner. Elle avait soif de ça, absorbant le savoir comme si elle avait été affamée. « Pourquoi faites-vous ça? » a-t-elle demandé un soir. « Parce que tu mérites une éducation. » « Mais pourquoi ça vous importe? » Sam a posé le livre. Ma femme, Catherine, elle croyait que chaque enfant méritait une chance. Croyait qu'il fallait donner des opportunités aux gens, même quand le monde disait qu'ils n'en valaient pas la peine. Sa voix s'est enrouée. Elle vous aurait aimé tous les 3, vous aurait accueilli sans une seconde pensée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La tuberculose. Il y a 4 ans, Sam a fixé ses mains. Je n'ai pas vu à quel point elle devenait malade. J'ai attendu trop longtemps pour faire venir le médecin. Au moment où je l'ai fait, il n'y avait plus rien à faire. Ruby est restée silencieuse un moment. Vous pensez que c'était votre faute? Je sais que ça l'était. C'est pour ça que vous nous avez sauvés? Pour compenser de ne pas l'avoir sauvée? La question a coupé profond. Sam se posait la même chose depuis des jours.
Peut-être au début, a-t-il admis, mais plus maintenant, que ça aura une peine. Maintenant, je me bats pour vous parce que vous méritez qu'on se batte pour vous. Aussi simple que ça. Les yeux de Ruby se sont remplis de larmes. Personne ne s'est jamais battu pour nous avant, sauf l'un pour l'autre. Eh bien, vous m'avez maintenant, et je n'abandonne pas facilement. Jesse a commencé à mieux dormir. Les cauchemars qui le réveillaient en hurlant se sont estompés. Il a commencé à suivre Sam autour du ranch, apprenant à s'occuper des chevaux, à réparer les clôtures, à lire le temps dans le ciel. Il ne parlait toujours pas, mais il communiquait de 100 autres façons. Un toucher sur le bras de Sam quand il voulait de l'attention. Un dessin glissé sous la porte de Sam pour dire bonne nuit. Un sourire qui devenait plus fréquent au fil des jours. 2 semaines après l'arrivée des enfants, une lettre est arrivée. Sam a reconnu l'écriture immédiatement. Son fils, James. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Père, j'ai entendu par Tom Dawson ce que tu fais. J'ai entendu que tu as recueilli 3 orphelins et que tu te bats contre leur tante au tribunal. J'ai entendu que tu risques tout pour des enfants que tu connais à peine. Je ne comprends pas. Après la mort de maman, tu t'es fermé. Tu as arrêté de te soucier de quoi que ce soit, tu as rendu l'insigne, tu as abandonné la vie. Je t'en ai voulu pour ça. Je t'en veux encore, si je suis honnête. Mais peut-être que c'est ta façon de faire amende honorable. Peut-être que ces enfants sont ta seconde chance à la famille qu'on a perdue. Je ne suis pas prêt à te pardonner. Pas encore. Mais je ne vais pas non plus me mettre en travers de ton chemin. Si tu as besoin d'un témoin de moralité pour le tribunal, je viendrai. Je témoignerai que tu es un homme bon, qui a fait une terrible erreur et qui la paye depuis. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. James. Sam a lu la lettre 3 fois. Ce n'était pas le pardon, mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur entre eux. Et pour l'instant, c'était assez. Ruby l'a trouvé sur le porche ce soir-là, fixant le vide. Vous allez bien? Mon fils pourrait venir pour le procès, pourrait témoigner. Je ne savais pas que vous aviez un fils. On ne se parle pas beaucoup. Pas depuis que sa mère est morte. Sam a plié la lettre. Il m'en veut. Il a tous les droits, mais il vient quand même. Peut-être. Ruby s'est assise à côté de lui. Vous pensez qu'on va gagner au tribunal? Je pense qu'on a une chance de se battre. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Sam l'a regardé. Ruby, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Même si on perd, même si le juge statue en faveur de ta tante, je n'ai pas fini de me battre. Je ferai appel. Je trouverai un autre moyen. Tu m'entends? Et s'il n'y a pas d'autre moyen, alors on en créera un. Elle s'est appuyée contre son épaule. J'ai peur. Moi aussi. Mais tu le fais quand même. C'est ça être courageux. Avoir peur et le faire quand même. Ils sont restés assis en silence alors que le soleil tombait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rouge et d'or. À l'intérieur, Jessie dessinait. Daisy babillait toute seule. La maison semblait vivante d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis 4 ans. Margaret est revenue 3 jours avant le procès, s'est présentée avec le shérif Dawson et un avocat de Cheyenne, un homme mielleux nommé Cornelius Webb. Sam les a rencontrés à la porte. « Qu'est-ce que vous voulez? » « Madame Fairfax est ici pour voir ses nièces et son neveu, a dit Webb, comme c'est son droit légal. Elle n'a aucun droit tant qu'un juge ne dit pas le contraire. En fait, si. Elle est toujours leur tutrice légale. Vous les hébergez juste temporairement, Webb a souri. On pourrait pousser ça, forcer une visite, ou vous pourriez rendre ça facile. Laissez-la les voir. Montrez au juge que vous êtes raisonnable. Sam voulait refuser, voulait leur dire à tous d'aller au diable, mais Pritchard l'avait mis en garde contre ça. Avait dit que refuser l'accès paraîtrait mauvais au tribunal. Va voir la poche. Je suis présent de tout le temps. La bouche de Margaret s'est amincie, mais elle a hoché la tête. C'est acceptable. Sam est rentré, a trouvé Ruby dans la cuisine. Ta tante est là. Veut te voir. La couleur a quitté le visage de Ruby. Non. Je lui ai dit 10 minutes. Je serai juste là tout le temps. Elle ne peut pas te prendre. Je ne veux pas la voir. Jessie est apparue et a entendu la conversation et s'est raidie. Ses mains se sont serrées en poing. Je sais, mais l'avocat dit qu'on doit le faire. Dit que ça paraîtra mauvais si on refuse. Sam s'est accroupi. Mais vous n'avez pas à lui parler. Pas besoin de faire semblant. Juste s'asseoir là pendant 10 minutes et ensuite c'est fini. Ruby a pris une inspiration tremblante. D'accord, ils sont sortis. Margaret se tenait sur le porche, son visage arrangé dans une expression d'inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux.
Ruby, ma chérie. Jessie. Comme c'est charmant de vous voir en si bonne santé. Ruby n'a rien dit. Jessie a bougé derrière Sam. Le sourire de Margaret a vacillé. J'ai été si inquiète. Quand vous vous êtes enfui, j'étais hors de moi. On ne s'est pas enfui, a dit Ruby doucement. Tu nous as jetés dehors. Ce n'est pas vrai. Je vous ai donné des directions pour la mission, de l'argent pour les provisions. Vous avez choisi de venir ici à la place. Tu ne nous as rien donné, un demi-pain et une gourde qui s'est vidée le deuxième jour. Ruby, ma chérie, je pense que tu te souviens mal. Le chagrin fait ça parfois. La voix de Margaret dégoulinait de fausses sympathies. Vous avez traversé tellement de choses, perdu vos parents, dû vous occuper de vos frères et sœurs. C'est compréhensible que tu sois confuse. Sam a senti Jessie trembler derrière lui. Le garçon a sorti un morceau de papier, l'a tenu en l'air. Un de ses dessins. Margaret dans l'encadrement de la porte de la cave. Jessie recroquevillée sur le sol en bas. Le visage de Margaret est devenu blanc, puis rouge. Où as-tu eu ça? Quel mensonge cet homme vous a raconté? Il ne nous a rien raconté, a dit Ruby. Jessie dessine ce dont il se souvient, et il se souvient de tout. Ce garçon est perturbé. Il a besoin de soins appropriés, d'une discipline appropriée, pas d'un étranger qui lui remplit la tête d'idées. Margaret a regardé Sam. Vous les avez montés contre moi, empoisonnés. Je leur ai donné de la nourriture et de la sécurité, c'est tout. Vous les avez manipulés, fait croire qu'ils appartiennent ici alors que non. Ils sont mon sang, ma responsabilité. Webb s'est avancé. Madame Fairfax, peut-être devrions-nous y aller. Laissons le tribunal régler ça. Oui, laissons le tribunal régler ça. Margaret a fixé Ruby. Et quand le juge statuera en ma faveur, nous aurons une longue conversation sur la gratitude, sur le respect, sur ce qui arrive aux enfants ingrats qui mordent la main qui les nourrit. Sam a bougé entre elle et les enfants. Ça ressemble à une menace. C'est une promesse. Ces enfants sont à moi, et quand je les récupérerai, ils apprendront leur place. Sortez de ma propriété, Margaret a souri. 3 jours de plus, Monsieur Hartford. Ensuite, nous verrons qui a des droits ici. Elle est partie avec Webb et Tom, le dos droit et rigide. Sam a regardé jusqu'à ce qu'ils soient hors de vue, puis s'est retourné pour trouver Ruby en pleurs, Jessie le visage blanc et tremblant. Elle va gagner, a chuchoté Ruby. Elle va nous reprendre, et ce sera pire qu'avant parce qu'on a essayé de s'échapper. Elle ne gagne pas. Je ne la laisserai pas faire. Vous ne pouvez pas l'arrêter. La loi est de son côté. Sam s'est agenouillé, a pris leurs 2 mains. Écoutez-moi, tous les deux. Je vous ai fait une promesse. Je me bats pour vous jusqu'à mon dernier souffle. Ça n'a pas changé. Ça ne changera pas. Vous comprenez? Jessie a hoché la tête. Ruby a essuyé ses yeux. 3 jours de plus, a dit Sam. Ensuite, on va au tribunal et on dit la vérité. Tout. Chaque détail l'est, et on a confiance que la vérité compte. Et si elle ne compte pas? La voix de Ruby était petite, alors on se bat plus fort. Cette nuit-là, Sam a trouvé Jessie dans sa chambre, dessinant à la lueur d'une bougie. Le garçon a levé les yeux, ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Tu ne peux pas dormir non plus? » a demandé Sam. Jessie a secoué la tête. « Tu veux de la compagnie? » Le garçon a hoché la tête. Sam s'est assis sur le bord du lit, a regardé le dessin sur lequel Jessie travaillait. Il montrait une salle d'audience, un juge, 2 groupes de personnes, et au milieu 3 petites silhouettes se tenant la main. « C'est comme ça que tu le vois? » a demandé Sam. « Vous 3 contre tout le monde? » Jessie a ajouté une autre silhouette, grande, aux larges épaules, se tenant derrière les 3 enfants. Il l'a pointé, puis a pointé Sam. « Moi, Jessie a hoché la tête. Tu penses que je peux te protéger? » Un autre hochement de tête. La gorge de Sam s'est serrée. « Fils, je vais essayer. Dieu sait que je vais essayer. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Même si le juge statue contre nous, même si ta tante gagne, ce n'est pas fini. On fera appel. On trouvera un autre moyen. Je n'arrêterai pas de me battre pour vous. » Jessie a posé son crayon, a jeté ses bras autour du cou de Sam. L'étreinte était désespérée, accrochée. Sam l'a tenu fort. « Ça va aller, » a-t-il dit dans les cheveux du garçon. D'une façon ou d'une autre, ça va aller. Il ne savait pas s'il croyait ça, mais il l'a dit quand même parce que parfois la foi était tout ce qu'il vous restait. 3 jours plus tard, ils sont allés en ville à cheval pour le procès. Ruby portait une robe que Madame Chen lui avait donnée.
Jesse s'était frotté le visage jusqu'à ce qu'il brille. Daisy dormait dans les bras de Ruby, inconsciente de ce qui arrivait. Les marches du tribunal étaient bondées. On aurait dit que la moitié de la ville était sortie pour regarder. Sam a vu des visages familiers. Tom Brennan, Doc Reinhardt, Madame Chen, le Reverend Matthews, des gens qui avaient accepté de témoigner. Et se tenant près de la porte, un jeune homme que Sam n'avait pas vu depuis 4 ans, grand, aux larges épaules, avec les yeux de Catherine et la mâchoire de Sam. James. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la foule. James a hoché la tête une fois. Sam a senti quelque chose dans sa poitrine s'ouvrir. Son fils était venu. Ruby a tiré sur la manche de Sam. « C'est qui? »« Mon fils, votre frère, si on gagne cette chose. Il vous ressemble. »« Ouais, c'est vrai. Ils ont monté les marches ensemble. La porte du tribunal était ouverte, attendant. Au-delà, un juge qui déciderait de leur avenir. Une femme qui les voulait pour toutes les mauvaises raisons. Et une vérité qui devait être dite. Sam a pris la main de Ruby et a senti Jesse se presser contre son autre côté. « Prêt? » a-t-il demandé. « Non, » a chuchoté Ruby. « Juste Ruby, mais faisons-le quand même. » Ils ont franchi la porte, ensemble. Le tribunal était bondé, chaque banc rempli, des gens debout contre le mur du fond. Sam a senti tous les regards sur eux alors qu'ils marchaient dans l'allée centrale. La main de Ruby tremblait dans la sienne. Jesse se pressait si près qu'il était pratiquement collé à la jambe de Sam. Le juge Walter Morrison était assis derrière le banc, son visage taillé dans le granit, 60 ans s'il en avait un, avec des cheveux gris acier et des yeux qui avaient vu toutes les sortes de laideurs humaines qu'il y avait. « Asseyez-vous, » a-t-il dit. Sa voix remplissait la pièce sans qu'il la lève. Sam a guidé les enfants vers le banc avant. Pritchard était déjà là, des papiers étalés devant lui. De l'autre côté de l'allée, Margaret était assise avec Webb, son visage arrangé dans une expression de dignité blessée. James s'est glissé sur le banc derrière eux, s'est penché en avant. « Papa. » Sam s'est tourné, a regardé son fils pour la première fois en 4 ans. « Tu es venu. J'ai dit que je le ferais. » Les yeux de James ont bougé vers les enfants. « C'est eux? » « Ouais. Ils ont l'air effrayés. Ils le sont. » James est resté silencieux un moment. Puis, moi aussi. Le juge s'est raclé la gorge. « Nous sommes ici pour une audience de tutelle. Madame Margaret Fairfax cherche à récupérer la garde de ses nièces et de son neveu, actuellement sous la garde temporaire de M. Samuel Hartford. Monsieur Webb, vous pouvez commencer. » Webb s'est levé, a boutonné sa veste. Il avait l'air d'un vendeur d'huile de serpent, lisse et mielleux et dangereux. « Votre honneur, c'est un cas simple de réunification familiale. Madame Fairfax est la tante de sang de ses enfants. Quand leur mère est morte il y a 6 mois, elle les a recueillis sans hésitation, les a nourris, les a habillés, leur a fourni un abri. Il a fait un geste vers Margaret. Elle a fait cela malgré des moyens limités, malgré le fardeau de 3 bouches supplémentaires à nourrir. Elle l'a fait parce qu'ils étaient de la famille. Ruby a fait un petit bruit. Sam a serré sa main. « Mais les enfants coûtent cher, votre honneur. » Madame Fairfax a lutté, a pris la décision difficile de chercher de l'aide auprès de la mission territoriale à Douglas. Elle a donné aux enfants des directions, des provisions, de l'argent pour le voyage. La voix de Webb dégoulinait de sympathie. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que l'aîné, enclin au drame et à la désobéissance, courait plutôt chez un étranger et tisserait des comptes d'abandon. « C'est un mensonge, » a chuchoté Ruby. « Calme-toi, » et murmurait Sam. Monsieur Hartford, bien intentionné qu'il puisse être, a interféré dans une affaire familiale, a monté ses enfants contre leur tutrice légitime, a demandé la tutelle bien qu'il n'ait aucun lien de sang, aucun statut légal, aucun droit sur ses enfants. Webb s'est tourné pour faire face à Sam. Nous demandons au tribunal de rendre ses enfants à leur tante immédiatement et de blâmer Monsieur Hartford pour son ingérence. Il s'est assis. Margaret s'est penchée, a tapoté son bras comme s'il avait bien fait. Le juge Morrison a regardé Pritchard. « Maître ?» Pritchard s'est levé lentement. « Votre honneur, Monsieur Webb peint un joli tableau, mais les tableaux mentent. Parlons des faits. » Il a ramassé un papier. Fait numéro 1. Les pieds de Ruby Thornton étaient en lambeaux quand elle est arrivée au ranch de M. Hartford. Ampoules éclatées et infectées, eau visible par endroits.
Le docteur Reinhardt témoignera que des blessures de cette gravité viennent d'une marche pieds nus pendant des jours. L'enfant a perdu ses chaussures, a dit Webb. Les enfants font ça. Fait numéro 2. Le bébé, Daisy, a été diagnostiqué avec une déshydratation sévère. Le rapport du docteur Reinhardt déclare qu'elle était à quelques heures d'une défaillance d'organes. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend des jours sans eau adéquate. Ils se sont perdus. Les enfants paniquent, boivent leur eau trop vite. Fait numéro 3. La voix de Pritchard s'est durcie. Madame Chen au magasin général témoignera que le matin où Madame Fairfax ait renvoyé ses enfants, elle a acheté un pain. Un, pas trois, pas de provision pour un voyage de plusieurs jours. Un pain, et elle n'a acheté ni eau, ni viande séchée, ni provision de voyage d'aucune sorte. Webb a commencé à parler. Pritchard a parlé par-dessus lui. Fait numéro 4. Le Reverend Matthews témoignera que Madame Fairfax est venue le voir 3 semaines avant d'expulser ses enfants, demandant des renseignements sur les orphelinates, disant qu'ils étaient un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter. Le bon révérend a suggéré que l'Église pourrait aider avec de la nourriture, avec des vêtements. Madame Fairfax a décliné, a dit qu'elle voulait qu'il parte. Le visage de Margaret est devenu rouge. Elle s'est penchée vers Webb, a chuchoté furieusement. Et fait numéro 5, votre honneur. Pritchard a tenu une pile de papier. Jessie Thornton, âgée de 8 ans, a documenté son temps dans la maison de Madame Fairfax à travers des dessins. J'ai ici 47 illustrations montrant une négligence systématique, des abus émotionnels et une cruauté délibérée. Le tribunal peut les examiner à loisir. Le juge Morrison a tendu la main. Pritchard a passé la pile vers l'avant. Le juge les a feuilletés, son visage inchangé. Quand il a fini, il les a posés soigneusement. Ce sont des choses troublantes. Ce sont des mensonges, a dit Margaret. Ce garçon est perturbé. Il ne parle pas parce qu'il est déficient. Il dessine ces choses pour attirer l'attention. Madame, vous aurez votre tour. Le juge a regardé Pritchard. Appelez votre premier témoin. Le peuple appelle le docteur Samuel Reinhardt. Le vieux médecin a pris la barre, a prêté serment. Pritchard lui a fait parcourir l'examen, lui a fait lire son rapport. L'état de Ruby, la fièvre de Jessie, l'état proche de la mort de Daisy. Selon votre opinion médicale, docteur, combien de temps ces enfants avaient-ils été sans nourriture et eau adéquate? Des jours. Au moins 3. Possiblement 4. Et les blessures aux pieds de Ruby? Cohérentes avec une marche prolongée sur un terrain accidenté sans chaussures. Les infections suggèrent que les blessures dataient de plusieurs jours. Ces blessures auraient-elles pu se produire si les enfants marchaient simplement de la maison de Madame Fairfax à la mission avec des provisions appropriées? Non. Ces blessures parlent de désespoir, d'enfants poussés au-delà de leurs limites. Webb s'est levé pour le contre-interrogatoire. Docteur, vous avez examiné ces enfants combien de temps après leur arrivée au ranch de M. Hartford? 2 jours? 2 jours. Plein de temps pour M. Hartford pour les coacher, pour suggérer quels symptômes afficher. On ne peut pas coacher une infection, on ne peut pas simuler une déshydratation assez sévère pour causer un stress organique. Mais on peut retenir l'eau, aggraver les conditions pour construire un dossier. Le visage de Reinhardt est devenu dur. Suggérez-vous que M. Hartford a délibérément fait du mal à ses enfants? Je suggère que nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé pendant ces 2 jours avant que vous ne les examiniez. Je suggère que vous vous raccrochez aux branches, M. Webb. Ça suffit, a dit le juge Morrison. Docteur, vous pouvez descendre. Pritchard a appelé Tom Brennan ensuite. L'ouvrier agricole a témoigné avoir vu les enfants à leur première arrivée, de leur état, du caractère de Sam. Le contre-interrogatoire de Webb a été bref. Vous êtes employé par M. Hartford, correct? Je l'étais. Retraité maintenant. Mais il vous paye toujours une sorte de pension. La mâchoire de Tom s'est serrée. Il m'a aidé quand j'en avais besoin. Ça ne fait pas de moi un menteur, ça vous rend partial. Après Tom est venu Madame Chen, qui a témoigné de l'achat de Margaret ce matin-là. Puis le Reverend Matthews, qui a confirmé la conversation sur les orphelinats. À travers tout ça, Ruby était assise rigide à côté de Sam, ses mains serrées sur ses genoux. Jessie avait sorti son crayon, dessinait sur un bout de papier. Daisy dormait dans les bras de Ruby, heureusement calme. Finalement, Pritchard a dit « Le peuple appelle Ruby May Thornton. » Le visage de Ruby est devenu blanc. « Je ne peux pas. »« Tu peux, a dit Sam doucement. Dis la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. »
Elle dira que je mens. Laisse-la. La vérité ne change pas juste parce que quelqu'un la nie. Ruby s'est levée sur des jambes tremblantes, a marché jusqu'à la barre des témoins comme si elle marchait vers la potence. L'huissier lui a fait prêter serment. Elle s'est assise, ses mains agrippant les bras de la chaise. Pritchard s'est approché doucement. Ruby, je sais que c'est dur, mais j'ai besoin que tu dises au juge ce qui s'est passé chez ta tante. Tu peux faire ça? La voix de Ruby est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Oui, monsieur. Commence par le moment où tu es allé vivre avec elle pour la première fois. C'était juste après la mort de maman. Tante Margaret est venue chez nous, a dit qu'on ne pouvait plus rester là parce que maman n'était pas propriétaire. Elle nous a emmenés chez elle à Casper. Comment vous traitait-elle? Ruby a baissé les yeux sur ses mains. Au début, c'était correct. Elle nous a donné un coin dans la cuisine pour dormir, nous a donné de la nourriture, mais ensuite elle a commencé à dire qu'on devait gagner notre vie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je devais cuisiner tous les repas, nettoyer toute la maison, faire la lessive et le raccommodage, m'occuper de Daisy et Jessie. La voix de Ruby est devenue plus forte. J'ai tout fait, tous les jours, d'avant le lever du soleil jusqu'après la nuit tombée. Tu avais 10 ans. Oui, monsieur. Et Jessie? Quelle corvée faisait-il? Elle ne voulait pas de lui autour, disait qu'il était troublant, que son silence n'était pas naturel. Les mains de Ruby se sont serrées. Quand il faisait des cauchemars et pleurait, elle l'enfermait dans la cave. Disait qu'il pourrait sortir quand il apprendrait à être calme. Margaret s'est à moitié levée de sa chaise. Webb l'a tirée vers le bas. Combien de fois cela arrivait-il? A demandé Pritchard. 2, 3 fois par semaine, parfois plus. Et Daisy? Les yeux de Ruby se sont remplis de larmes. Les bébés pleurent. C'est ce qu'ils font. Tante Margaret disait que ça lui donnait des maux de tête, disait que Daisy perturbait son repos. Sa voix s'est brisée. Elle m'obligeait à sortir Daisy dehors chaque fois qu'elle pleurait, même quand il faisait froid, même quand il neigeait. Je restais dehors pendant des heures, marchant et la berçant et essayant de la garder au chaud. En as-tu parlé à quelqu'un? À qui l'aurais-je dit? Le révérend est passé une fois. J'ai essayé de lui parler, mais Tante Margaret a dit qu'on avait besoin de moi à la cuisine. M'a renvoyé. Ruby a essuyé ses yeux. Elle était toujours douce quand les gens étaient là, faisait croire qu'on était une grande famille heureuse. Mais à la seconde où il partait, c'était différent. Différent comment? Froid, méchant. Elle me disait que j'étais inutile, que je ne pouvais rien faire de bien, que ma maman était une idiote d'avoir eu des bébés qu'elle ne pouvait pas se permettre d'élever. La voix de Ruby est montée. Elle disait qu'on était un fardeau, disait qu'elle nous avait recueillis par charité et qu'on devrait être reconnaissant chaque seconde de chaque jour. Est-ce qu'elle t'a déjà frappé? Ruby a hésité. Webb s'est penché en avant, observant. Ruby, a dit Pritchard doucement, est-ce qu'elle t'a frappé? Oui, monsieur, quand je brûlais le dîner ou que je ne nettoyais pas assez bien ou quand je répondais. Combien de fois? Je ne sais pas. Une fois par semaine, peut-être? Parfois plus. Avec quoi? Sa main, surtout. Parfois une cuillère en bois. Et cela a duré 6 mois. Oui, monsieur. Pritchard a laissé ça reposer un moment. Puis, dis au juge ce qui s'est passé le jour où elle t'a mise dehors. Ruby a pris une inspiration tremblante. Son ami monsieur venait. Monsieur Weatherby de la banque. Elle voulait que tout soit parfait. Mais Daisy avait des coliques, hurlait. J'ai tout essayé, mais elle ne s'arrêtait pas. Sa voix a baissé. Monsieur Weatherby avait l'air agacé. A demandé à tante Margaret si elle ne pouvait pas contrôler sa propre maison. Elle s'est vraiment mise en colère. M'a dit d'emmener Daisy à la grange, alors je l'ai fait. Que s'est-il passé ensuite? Je suis resté là-bas toute la nuit. Daisy a fini par s'endormir en pleurant vers l'aube. Quand je suis rentré, tante Margaret attendait. Elle a dit que je l'avais embarrassée, a dit que M. Weatherby avait des doutes sur le fait de courtiser une femme avec tant de bagages. Les mains de Ruby tremblaient maintenant, mais sa voix restait stable. 2 jours plus tard, elle m'a dit d'emballer nos affaires, m'a donné un demi-pain et une gourde, a pointé le nord et a dit que la mission à Douglas nous accueillerait. T'a-t-elle donné de l'argent? Non, monsieur. T'a-t-elle donné des directions, une carte? Non, monsieur. A juste dit de marcher vers le nord. T'a-t-elle dit quelle distance c'était? Elle a dit que c'était quelques jours de marche, que j'étais assez intelligente pour comprendre. Qu'as-tu fait? J'ai marché, parce que rester signifiait qu'elle appellerait le shérif et nous ferait arrêter pour violation de propriété.
Elle a dit ça, a dit que si on revenait, elle nous ferait jeter en prison. Et Jesse et Daisy, ils sont venus avec moi. Où d'autres iraient-ils? Ruby a regardé directement Margaret. On est une famille, une vraie famille, le genre qui ne s'abandonne pas. Pritchard a hoché la tête. Pas d'autres questions. Webb s'est levé pour le contre-interrogatoire. Son sourire était tranchant. Mademoiselle Thornton, vous avez peint un sacré tableau de votre tante. Très dramatique, très triste. Ruby n'a rien dit. Mais laissez-moi vous demander ceci. Si les choses étaient si terribles, pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui plus tôt? Où serions-nous allés? Chez un voisin, à l'église, chez n'importe qui? J'ai essayé. Personne n'écoutait. Personne ne s'en souciait. Ou peut-être que personne ne vous croyait parce que vous avez l'habitude d'exagérer, de vous faire passer pour la victime. Je ne le fais pas. Votre tante dit que vous êtes une enfant difficile, désobéissante, encline à mentir pour attirer l'attention. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai que vous lui en vouliez de vous discipliner? D'attendre de vous que vous contribuiez au ménage. Je ne lui en voulais pas de travailler. Je lui en voulais d'être traitée comme une servante qui était habillée et nourrie et logée. Beaucoup d'enfants seraient reconnaissants pour cela. Le menton de Ruby s'est levé. J'étais reconnaissante, tous les jours, jusqu'à ce que je réalise que la gratitude n'était qu'un autre mot pour connaître sa place. Le sourire de Webb a glissé. Votre honneur, cet enfant a clairement été coaché. Je n'ai pas été coaché, la voix de Ruby a résonné. Tout ce que j'ai dit est vrai, chaque mot. Et si vous ne me croyez pas, regardez les dessins de Jesse, regardez les dossiers médicaux de Daisy, regardez mes pieds. Elle s'est levée, a arraché sa chaussure. Le tribunal a halté. Son pied était encore cicatrisé, encore en train de guérir. C'est à ça que ressemble 40 000 sans chaussures. C'est ce qui arrive quand on marche pendant 3 jours parce que la personne qui était censée vous protéger vous a jeté. Mademoiselle Thornton, veuillez vous asseoir. Non! Les larmes coulaient sur le visage de Ruby. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas couru plus tôt? Parce que je pensais que peut-être elle changerait. Peut-être qu'elle nous verrait comme des personnes au lieu de fardeaux. Peut-être qu'elle nous aimerait comme maman le faisait. Sa voix s'est brisée. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a jamais fait. Et quand sa chance de bonheur a signifié se débarrasser de nous, elle l'a prise. Elle nous a montré une route et nous a dit de marcher, et elle se fichait qu'on y arrive ou pas. Le tribunal était dans un silence de mort. Le juge Morrison s'est penché en avant. Mademoiselle Thornton, votre tante vous a-t-elle dit qu'elle se fichait que vous y arriviez? Ruby a essuyé ses yeux. Elle a dit, « Ce n'est plus de mon problème ce qui vous arrive. » C'est la dernière chose qu'elle a dite avant de fermer la porte. Le juge s'est rassis, a regardé Margaret. Son visage était devenu gris. Monsieur Webb, d'autres questions? Webb avait l'air de vouloir ramper sous la table. Non, votre honneur. Mademoiselle Thornton, vous pouvez descendre. Ruby est retournée vers Sam sur des jambes qui la tenaient à peine. Il l'a tirée contre lui, l'a sentie trembler. « Tu as bien fait, a-t-il chuchoté. Si bien. » Pritchard s'est levé. « Votre honneur, j'aimerais présenter les dessins de Jesse Thornton comme preuve. » Il a passé la pile à l'huissier, qui les a remis au juge. Morrison les a parcourus lentement, son visage s'assombrissant à chaque page. Quand il a fini, il a regardé Jesse. « Fils, est-ce toi qui as dessiné ça? » Jesse a hoché la tête. « Sont-ils vrais? Ces choses sont-elles arrivées? » Jesse a regardé Margaret. Elle l'a fixé en retour, ses yeux promettant des représailles. La main de Jesse a trouvé celle de Sam, l'a tenue fort, puis il a hoché la tête à nouveau. Le juge a mis les dessins de côté. « Madame Fairfax, je pense qu'il est temps que vous preniez la barre. » Margaret s'est levée, a lissé sa robe, a marché jusqu'à la barre des témoins comme si elle la possédait, a prêté serment, s'est assise avec une posture parfaite. Webb l'a guidée à travers sa version de l'histoire, les difficultés financières, le fardeau de 3 enfants, sa décision difficile de chercher de l'aide auprès de la mission, les provisions qu'elle prétendait leur avoir données. « Je leur ai donné tout ce que je pouvais épargner, » a dit Margaret, sa voix tremblant d'une fausse émotion. « Je n'ai jamais voulu qu'ils partent, mais je me noyais. Je ne pouvais plus me permettre de les nourrir. La mission était leur meilleure chance. » « Et les allégations d'abus ?» a demandé Webb. « Des fabrications complètes. »
Ruby est une enfant manipulatrice qui en voulait à toute forme de discipline. Quant au dessin de Jesse, le garçon est clairement perturbé. Il a besoin d'aide professionnelle, pas d'indulgence. Pritchard s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il souriait. Sam avait déjà vu ce sourire. C'était le sourire d'un homme tenant toutes les cartes. Madame Fairfax, vous avez témoigné avoir donné de l'argent aux enfants. 5 $, correct? Oui. Avez-vous une trace de cela, un reçu, une note dans un grand livre? C'était de l'argent liquide de mes fonds personnels. J'ai choisi mon propre avenir. Le calme de Margaret s'est fissuré. Je ne les ai jamais demandés. Je ne les ai jamais voulus. Leur mère était ma sœur et je l'aimais. Mais elle a fait ses choix et je ne devrais pas avoir à payer pour eux. Le tribunal a éclaté en murmures. Le marteau du juge Morrison a claqué. Silence. Margaret a semblé réaliser ce qu'elle avait dit. Son visage est devenu blanc. Je ne voulais pas dire... Vous le vouliez. Pritchard s'est tourné vers le juge. Votre honneur, je pense que nous en avons assez entendu. Cette femme a expulsé 3 enfants par commodité. Elle a menti sur le fait de leur donner des provisions. Elle les a abusés systématiquement pendant 6 mois. Et maintenant, elle les veut? Pas par amour, pas par souci, mais parce que les perdre la fait mal paraître. Parce que cela menace son statut social. Il a pointé Margaret. Cette femme ne mérite pas ses enfants. Elle ne les a jamais mérités. Webb a essayé de sauver la mise, a appelé des témoins de moralité qui ont témoigné du statut de Margaret dans la communauté. Mais le mal était fait. Margaret avait montré son vrai visage. Finalement, alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Pritchard a dit « Votre honneur, j'ai un dernier témoin, James Hartford. » La tête de Sam s'est relevée brusquement. James s'est levé et marché jusqu'à la barre, a prêté serment, s'est assis et a regardé son père. « Monsieur Hartford, depuis combien de temps n'avez-vous pas vu votre père? »« 4 ans, depuis la mort de ma mère. »« Pourquoi l'éloignement? »« Je lui en voulais pour sa mort. »« Je lui en veux encore, partiellement. » Il a attendu trop longtemps pour faire venir le médecin. Au moment où il l'a fait, c'était trop tard. Donc vous nourrissez du ressentiment envers lui? Oui. Alors pourquoi êtes-vous ici? James est resté silencieux un moment. Parce que malgré ma colère, malgré notre histoire, je sais quel genre d'homme est mon père. Il est têtu. Il est imparfait. Il a fait une erreur qui lui a tout coûté. La voix de James s'est enrouée. Mais c'est aussi l'homme qui a porté un insigne pendant 20 ans et n'a jamais accepté de pot de vin. Qui a aidé les gens même quand ils ne pouvaient pas payer. Qui s'assoit avec des animaux mourants parce qu'il ne supporte pas de les laisser partir seuls. Il a regardé les enfants. Quand j'ai entendu qu'il avait recueilli 3 orphelins, je n'ai pas compris. J'ai pensé qu'il avait peut-être perdu la tête. Mais ensuite, je suis venu ici et je les ai vus. J'ai vu comment il les regarde. Comment il le regarde. Les yeux de James se sont remplis. Il les regarde comme il regardait ma mère. Comme s'il valait de la peine de se battre. Valait de la peine de mourir. Donc vous croyez qu'il peut s'occuper d'eux adéquatement? Je crois qu'il le fait déjà. Je crois que ses enfants sont plus en sécurité avec lui qu'ils ne le seraient n'importe où ailleurs. James a regardé le juge. Mon père a failli à ma mère. C'est un fait. Mais il ne faillira pas à ses gamins. Il mourra d'abord. Pritchard a hoché la tête. Merci. Pas d'autres questions. Webb est refusé de contre-interroger. Que pouvait-il dire? Le juge Morrison a appelé une suspension. J'ai besoin de temps pour examiner les preuves. Nous reprendrons dans 1 heure pour ma décision. Cette heure a semblé durer 1 an. Ils ont attendu dehors, personne ne parlant. Ruby tenait Daisy. Jesse tenait la main de Sam. James se tenait à l'écart, les bras croisés. Finalement, l'huissier les a rappelés. Le juge Morrison était assis derrière le banc, son visage illisible. J'ai examiné toutes les preuves présentées, les témoignages et les preuves documentaires. Et j'ai pris une décision. Sam a senti la main de Ruby se serrer dans la sienne. Madame Fairfax, votre témoignage aujourd'hui était éclairant. Pas de la manière dont vous l'entendiez. La voix du juge était froide. Vous avez expulsé 3 enfants par commodité sociale. Vous avez fourni des provisions inadéquates pour un voyage que vous saviez dangereux. Et lorsqu'on vous a confronté aux preuves de votre négligence, vous avez tenté de blâmer les enfants eux-mêmes. Margaret s'est levée. Votre honneur, veuillez vous asseoir. Elle s'est assise. Monsieur Hartford, vous avez construit un dossier convaincant.
Les preuves médicales, les témoignages et les propres mots des enfants peignent un tableau clair de négligence systématique. Il a fait une pause. Cependant, je suis troublé par la rapidité de votre attachement. 3 semaines, ce n'est pas long pour construire une famille. Le cœur de Sam a coulé. Par conséquent, je statue comme suit. Le juge a regardé les deux parties. La garde temporaire est accordée à M. Samuel Hartford pour une période de 6 mois. Pendant ce temps, Mme Fairfax peut visiter une fois par mois sous supervision du tribunal. À la fin des 6 mois, nous nous réunirons à nouveau. Si les enfants s'épanouissent, si M. Hartford a prouvé qu'il est un tuteur capable, j'accorderai la garde permanente et mettrai fin aux droits parentaux de Mme Fairfax. Il a frappé son marteau. Audience levée. Ruby a éclaté en sanglots. Sam a tiré les 3 enfants contre lui. Ce n'était pas tout, mais c'était assez. C'était une chance. Margaret s'est levée, le visage tordu par la fureur. Elle a pointé Sam. Ce n'est pas fini. 6 mois, et ensuite nous verrons. Elle est sortie en trombe. Sam s'en fichait. Il avait 6 mois. 6 mois pour prouver ce qu'il savait déjà. Ses enfants étaient des siens, et il combattrait le ciel et l'enfer pour les garder. Ils sont sortis de ce tribunal dans un soleil d'après-midi qui semblait trop brillant, trop normal pour un jour qui avait tout changé. Ruby ne voulait pas lâcher la main de Sam. Jessie se pressait contre son autre côté. Daisy a dormi à travers tout ça, son pouce dans la bouche. James les a rattrapés au chariot. « Papa! » Sam s'est tourné, a regardé son fils correctement pour la première fois en 4 ans. « Tu n'avais pas à faire ça, ce que tu as dit là-dedans. Si, je devais. » James a déplacé son poids. « Écoute, je suis toujours en colère. J'ai encore des choses à régler. Mais ces gamins ont besoin de toi. Et tu as besoin d'eux, et je ne vais pas me mettre en travers de ça. Tu restes pour le souper? Je ne peux pas. Je dois retourner à Denver. Le travail atteint. James a hésité, mais je reviendrai. Pour l'audience finale, et peut-être avant ça, si tu veux, je veux. James a hoché la tête une fois. Net. Puis il a fait quelque chose que Sam n'avait pas prévu. Il a tiré son père dans une brève étreinte maladroite. Ne gâche pas ça. Je ne le ferai pas. Bien. James a reculé, a touché son chapeau vers Ruby. Prenez soin de lui, mademoiselle. Il est têtu comme une mule, mais son cœur est au bon endroit. Ruby a réussi un petit sourire. Oui, monsieur. James est parti à cheval. Sam a regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, puis a aidé les enfants à monter dans le chariot. C'est vraiment votre fils? A demandé Ruby alors qu'il rentrait. Ouais, il a l'air gentil. Il l'est. Il a juste souffert pendant longtemps. Sam a secoué les rênes. Parfois, la douleur fait que les gens s'éloignent de ceux qu'ils aiment. Il faut quelque chose de plus grand pour les ramener. Comme nous? Ouais, comme vous. La première visite supervisée a eu lieu 2 semaines plus tard. Une femme nommée Mme Eleanor Hodge s'est présentée à midi, presse-papier en main, et un visage qui aurait pu être taillé dans la pierre. Monsieur Hartford, je suis la superviseure nommée par le tribunal. J'observerai les visites mensuelles de Mme Fairfax et je ferai rapport au juge Morrison. Compris. Je dois être clair. Mon travail est d'évaluer si ces visites sont dans le meilleur intérêt des enfants. Je ne suis pas ici pour vous juger ou juger Mme Fairfax. Je suis ici pour eux. Elle a regardé vers la maison. Puis-je rencontrer les enfants avant qu'elle n'arrive? Sam l'a conduite à l'intérieur. Ruby mettait la table pour le déjeuner, Daisy calée dans une chaise haute que Tom Brennan avait construite. Jessie était assis dans le coin, dessinant, son crayon bougeant par traits rapides. Madame Hodge a passé 20 minutes à poser des questions douces. Où ils dormaient? Ce qu'ils mangeaient? Comment ils passaient leur journée? Ruby a répondu prudemment, comme si elle était testée, ce qu'elle était. « Et vous êtes heureux ici? » a demandé Madame Hodge. « Oui, madame, même en sachant que votre tante pourrait vous reprendre. » La main de Ruby a trouvé celle de Jessie. « On est heureux ici. C'est chez nous. » Madame Hodge a pris une note. « Je vois. » Margaret est arrivée à 1 heure précise, est sortie de son buggy vêtue de noir comme si elle était en deuil. Peut-être qu'elle l'était. En deuil de la vie qu'elle avait prévue sans 3 orphelins encombrantes dedans. Ruby, Jessie, Daisy. Sa voix dégoulinait de fausse chaleur. Comme c'est merveilleux de vous voir. Ruby n'a rien dit. Jessie a bougé derrière Sam. « Veuillez vous asseoir, » a dit Sam, montrant les chaises sur le porche. « Nous visiterons ici. Je préférerais de l'intimité et je préférerais des témoins. »
Nous restons sur le porche. Le sourire de Margaret a vacillé, mais elle s'est assise. Madame Hodge s'est installée à proximité, son stylo prêt. Alors, les enfants, comment allez-vous? A demandé Margaret. Bien, a dit Ruby. Juste bien? Sûrement avez-vous fait quelque chose d'intéressant. Appris de nouvelles compétences, peut-être? J'apprends à mieux lire. Sam m'enseigne. Sam, la bouche de Margaret s'est amincie. Comme c'est familier. Tu devrais l'appeler Monsieur Hartford, ma chérie. C'est plus approprié. Il a dit que je pouvais l'appeler Sam. Eh bien, je suis sûr que quand tu rentreras à la maison, nous travaillerons sur les bonnes manières. La main de Jessie s'est serrée en poing. Sam a mis une main sur l'épaule du garçon. On ne rentre pas à la maison, a dit Ruby doucement. C'est ici la maison maintenant. Ruby, ma chérie, tu ne penses pas ça. Tu es confuse. Cet homme t'a rempli la tête de... Je ne suis pas confuse. Ruby a levé le menton. Et je ne reviendrai pas vers toi. Jamais. Le visage de Margaret a rougi. Espèce de petite ingrate. Madame Fairfax. La voix de Madame Hodge a coupé comme un couteau. Peut-être devrions-nous discuter de vos plans pour la garde des enfants, s'ils devaient retourner chez vous. Margaret s'est reprise et forcé le sourire à revenir. Bien sûr, j'ai pris des dispositions, inscrit Ruby à l'école à Casper, trouvé une nourrice pour Daisy. Quant à Jessie, il existe d'excellentes institutions pour les enfants muets, des endroits qui peuvent l'aider. Des institutions, la voix de Sam est devenue dure. Vous voulez dire des asiles, des établissements de traitement. Le garçon a clairement besoin d'aide professionnelle. Jessie a fait un bruit. Pas des mots, mais un gémissement de pure peur. Sam l'a tiré contre lui. Il n'a pas besoin d'une institution. Il a besoin d'une famille. Il a besoin de discipline et de structure. Des choses que vous ne pouvez clairement pas fournir. Margaret s'est levée. Je pense que j'en ai assez vu. Madame Hodge, ses enfants sont retenus contre leur volonté. Madame Hodge a fermé son carnet. Je déposerai mon rapport au tribunal. Margaret a fixé Ruby, ses yeux promettant des représailles. Puis elle est partie sans un autre mot. Après son départ, Jessie a couru à l'intérieur. Sam l'a trouvé dans sa chambre, recroquevillé sur le lit, tremblant. Sam s'est assis à côté de lui, n'a pas touché, a juste attendu. Finalement, Jessie s'est déroulée assez pour attraper son carnet de dessin et commencer à croquer frénétiquement. Quand il a fini, il l'a montré à Sam. C'était une image d'un bâtiment avec des barreaux aux fenêtres, de petites silhouettes à l'intérieur, leurs visages vides. Et dans le coin, un petit garçon avec la bouche ouverte dans un cri silencieux. « Elle ne t'envoie nulle part, a dit Sam, je te le promets. » Jessie s'est pointé lui-même, puis Sam, puis a tracé une ligne les reliant. « Ouais, toi et moi ensemble, quoi qu'il arrive. » Le garçon a jeté ses bras autour du cou de Sam, s'est accroché comme s'il se noyait. Les mois ont rampé, septembre est devenu octobre, octobre-novembre. Margaret venait chaque mois comme une horloge, chaque visite plus tendue que la précédente. Chaque fois, les rapports de Madame Hodge devenaient plus accablants. Visite 2. Madame Fairfax a passé l'heure à critiquer l'apparence des enfants et l'éducation de M. Hartford. N'a fait aucun effort pour s'engager positivement. Visite 3. Madame Fairfax a suggéré d'envoyer Jessie dans un asile. Quand l'enfant est devenu angoissé, elle n'a montré aucune inquiétude. Visite 4. Madame Fairfax a tenté de corrompre Ruby avec des promesses de nouvelles robes et d'école. Quand Ruby a décliné, Madame Fairfax est devenue verbalement agressive. À travers tout ça, les enfants s'épanouissaient. Ruby a commencé à l'école en ville, rentrait tous les jours débordante d'histoires sur ce qu'elle avait appris. Jessie aidait Sam avec les chevaux, ses dessins devenant plus détaillés, plus pleins d'espoir. Daisy a fait ses premiers pas, a dit son premier mot. C'était « Papa ». Sam était dans la grange quand c'est arrivé, a entendu Ruby crier, est venu en courant pensant que quelqu'un était blessé. L'a trouvé dans la cuisine, Daisy debout sur des jambes vacillantes entre deux chaises. « Dis-le encore », a pressé Ruby. « Allez, Daisy, dis-le. » Daisy a regardé droit vers Sam. « Papa. » Les genoux de Sam sont devenus faibles. Il s'est accroupi, a tendu les bras. « Viens ici, ma chérie. Viens voir papa. » Daisy a fait un pas titubant, puis un autre est tombé dans ses bras, gloussant. Sam l'a tenu, cet enfant qui mourait sur son porche il y a 6 mois, et a senti quelque chose dans sa poitrine qui avait été gelé pendant 4 ans, dégelé finalement complètement. « Papa », a dit Daisy encore, tapotant son visage avec ses mains potelées. Ruby pleurait, Jessie souriait,
et Sam ne pouvait pas parler à cause de la boule dans sa gorge. Cette nuit-là, Jessie a apporté son carnet de dessin à la table de la cuisine, où Sam passait en revue les comptes, a poussé une image à travers. Elle montrait 4 silhouettes, 3 petites, une grande, se tenant toute la main. Au-dessus d'elle, écrit en lettres soignées, « Famille ». « Ouais », a dit Sam, sa voix rauque. « C'est ce que nous sommes. » Jessie a ramassé son crayon, a commencé à écrire quelque chose. Sa main tremblait. Il a réessayé, a finalement réussi à gratter 3 mots. « Je suis. Amour. » Et pour Sam, une nouvelle couverture de sel, le genre que Catherine avait l'habitude de faire. « J'ai trouvé une femme à Denver qui fait le même motif que maman utilisait, » a dit James doucement. « J'ai pensé que tu pourrais la vouloir. » Sam a passé sa main sur le tissage, a vu Catherine dans chaque point. « Merci. » Cette semaine-là, Sam et James ont travaillé côte à côte pour la première fois depuis avant la mort de Catherine, réparant des clôtures, s'occupant du bétail, le travail ordinaire d'un ranch en activité. Ils ne parlaient pas beaucoup au début, travaillaient juste. Mais lentement, prudemment, les mots ont commencé à venir. « J'ai été en colère pendant si longtemps », a dit James un après-midi alors qu'il transportait du foin. « En colère contre toi, en colère contre Dieu, en colère contre le monde. J'avais l'impression que ça me mangeait vivant. Je connais ce sentiment. Mais te voir avec ces gamins, te voir te battre pour eux comme tu ne t'es pas battu pour maman. » James s'est arrêté, s'est corrigé. « Comme tu n'as pas pu te battre pour maman. » Ça a aidé. M'a fait réaliser que s'accrocher à cette colère n'était qu'une autre façon de mourir. Sam a posé la balle qu'il portait. J'aurais dû voir à quel point elle devenait malade. J'aurais dû faire venir le médecin plus tôt. C'est sur moi et je porterai ça jusqu'à ma tombe. Mais tu ne laisses plus ça te tuer. C'est ça qui est différent. James a regardé vers la maison où Ruby et Jessie jouaient avec Daisy dans la neige. Ces gamins t'ont ramené, t'ont donné une raison de vivre à nouveau. Ils m'ont sauvé. Plus que je ne les ai sauvés. Peut-être que vous vous êtes sauvés mutuellement. Le matin de Noël, ils se sont tous assis autour de la table de la cuisine. Sam avait cuisiné une oie. Ruby avait fait une tarte. Jessie avait dessiné des cartes pour tout le monde. Daisy était assise dans sa chaise haute, le visage couvert de purée de pommes de terre, riant de tout. C'était le premier Noël que Sam célébrait depuis la mort de Catherine. La première fois que la maison semblait pleine au lieu de vide. La première fois qu'il avait regardé l'avenir et vu autre chose que des jours gris sans fin. James a levé sa tasse de café. À la famille, le genre dans lequel on est et le genre qu'on choisit. Ils ont tous bu à ça. Même Daisy qui a frappé sa tasse sur le plateau de la chaise haute et a crié de joie. Plus tard, après que les enfants furent au lit, Sam et James se sont assis sur le porche en regardant la neige tomber. « L'audience finale est dans 3 semaines, a dit Sam. « Je sais, je serai là. Margaret va se battre dur. Elle a de l'argent, des avocats, la loi du sang de son côté. Tu as quelque chose de mieux. Tu as la vérité. Et tu as les voix de ces gamins. J'espère que c'est assez. » James est resté silencieux un moment. Puis, « Papa, je dois dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a 4 ans. Tu n'as pas à le faire, si je dois. » James s'est tourné pour lui faire face. « Je t'ai blâmé pour la mort de maman, parce que te blâmer était plus facile que d'accepter qu'elle était juste malade. Que parfois les gens meurent et qu'il n'y a rien que quiconque puisse faire. » Sa voix s'est brisée. « Je suis désolé pour les choses que j'ai dites, pour être resté loin, pour t'avoir fait faire ton deuil seul. » La gorge de Sam s'est serrée. « Tu avais tous les droits d'être en colère. Peut-être, mais j'aurais dû être là. J'aurais dû t'aider à traverser ça au lieu de courir. » James a essuyé ses yeux. « Je suis là maintenant, cependant, et je ne cours plus. Bien, parce que j'aurais bien besoin d'aide. Élever 3 enfants, c'est plus dur que je ne le pensais. Tu te débrouilles bien, mieux que bien. » James a souri. « Maman serait fière de toi. Tu crois? » « Je le sais. Elle disait toujours que la mesure d'un homme était la façon dont il traitait les gens qui ne pouvaient rien faire pour lui. Ces gamins ne pouvaient rien faire pour toi. Mais tu les as recueillis quand même. Tu t'es battu pour eux quand même. Tu les as aimés quand même. » La voix de James s'est stabilisée. C'est exactement ce que maman aurait fait. Ils sont restés assis en silence, regardant la neige, et Sam a senti le dernier morceau du mur entre eux s'effondrer. Son fils était à la maison. Ses enfants étaient en sécurité. Et pour la première fois en 4 ans,
L'avenir ne ressemblait pas à quelque chose à endurer, mais à quelque chose à vivre. L'audience finale est arrivée en janvier, un jour si froid que les fenêtres du tribunal ont givré. La même foule qu'avant, peut-être plus grande. Tout le monde voulait voir comment ça finissait. Le juge Morrison a pris son siège, a regardé les deux parties. Nous sommes ici pour la détermination finale dans l'affaire de tutelle. J'ai examiné les rapports de Madame Hodge, tous les 6. Ils peignent un tableau très clair. Margaret était assise rigide sur son siège, son avocat à côté d'elle ayant l'air mal à l'aise. Madame Fairfax, vos visites étaient, et je cite, antagonistes, égoïstes et préjudiciables au bien-être émotionnel des enfants. En 6 mois, vous n'avez fait aucun effort pour construire une relation positive avec vos nièces et votre neveu. Au lieu de cela, vous avez menacé, corrompu et critiqué. Votre honneur, ces enfants ont été montés contre moi par leurs propres expériences sous votre garde. Les rapports de Madame Hodge rendent cela abondamment clair. Il s'est tourné vers Sam. Monsieur Hartford, les enfants se sont épanouis sous votre tutelle. L'institutrice de Ruby rapporte qu'elle est en tête de sa classe. Le docteur Reinhardt confirme que les 3 enfants sont en bonne santé et bien adaptés. Et Madame Hodge déclare, je cite, « Ces enfants ont trouvé un foyer. Les enlever à Monsieur Hartford serait cruel et injuste. » Sam a senti la main de Ruby se glisser dans la sienne. Cependant, avant de rendre ma décision finale, j'aimerais entendre les enfants eux-mêmes. Le juge Morrison a regardé Ruby. « Mademoiselle Thornton, vous êtes assez âgée pour comprendre ce qui est en jeu ici. Je vais vous demander directement. Où voulez-vous vivre? » Ruby s'est levée. Sa voix n'a pas tremblé. Avec Sam, avec ma famille, avec mes frères et ma sœur. Elle a regardé Margaret. Tu étais censé nous protéger. Tu étais censé nous aimer, mais tu ne l'as pas fait. Tu nous as vus comme un fardeau, comme quelque chose dont il fallait se débarrasser. Le menton de Ruby s'est levé. Sam nous a vus comme des personnes valant la peine de se battre. Il est plus de la famille que tu ne l'as jamais été. Et toi, Jessie? Le juge a regardé le garçon. Je sais que tu ne parles pas, mais peux-tu me montrer ce que tu veux? Jessie a sorti un dessin, l'a apporté au juge lui-même. Il montrait le ranch, la maison, 4 silhouettes se tenant devant. Au-dessus, il avait écrit « Maison ». Le juge Morrison l'a étudié. Je vois. Et qu'en est-il de ta tante? Est-elle sur cette image? Jessie a repris le papier, l'a retourné. De l'autre côté, il y avait un autre dessin. Margaret, petite et lointaine, devenant plus petite avec la distance, s'éloignant de la maison. Assez clair, le juge a rendu le dessin. Merci, fils. Il a regardé Margaret. Madame Fairfax, avez-vous quelque chose à dire? Margaret s'est levée, le visage pâle mais composé. Votre honneur, j'admets que j'ai fait des erreurs. J'étais dépassé, non préparé à la responsabilité de 3 enfants. Mais ils sont toujours mon sang. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Dans la plupart des cas, oui. Mais le sang ne vous donne pas le droit de négliger, ne vous donne pas le droit d'abandonner. Le juge Morrison a ramassé les rapports de Madame Hodge. Ces visites m'ont montré tout ce que j'avais besoin de savoir. Vous ne voulez pas de ces enfants. Vous voulez gagner. Prouvez que vous avez raison. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. Il a posé les papiers, a regardé Sam. Monsieur Hartford, je vous accorde la tutelle légale complète de Ruby Mae Thornton, Jessie Thornton et Daisy Rose Thornton. Avec effet immédiat, les droits parentaux de Madame Fairfax sont par la présente terminés. Le marteau est tombé. Le tribunal a éclaté. Ruby a éclaté en sanglots. Sam a tiré les 3 enfants contre lui, ses propres yeux humides. James lui a tapé dans le dos, le visage fendu d'un sourire. Margaret est restée figée, le visage blanc de choc, puis rouge de fureur. Elle a pointé Sam. « Vous avez fait ça. Vous les avez empoisonnés contre moi ici. Vous, madame, vous devez partir. » La voix du juge Morrison était d'acier. « Vos affaires ici sont terminées. » Elle est partie, le dos rigide, son avocat se dépêchant après elle. La porte a claqué derrière elle. Sam ne l'a pas regardé partir. Il était trop occupé à tenir ses enfants, ces 3 âmes qui avaient trébuché dans sa vie et l'avaient ouverte en grand. « On est une famille maintenant, » a chuchoté Ruby. « Vraiment et véritablement. Ouais, on l'est. » Jessie a tiré sur la manche de Sam, a tenu son carnet de dessin.
Il avait croqué quelque chose de nouveau, les quatre se tenant la main, et au-dessus, en lettres soignées, « Pour toujours ». Pour toujours, a convenu Sam, sa voix rauque. Ils sont sortis de ce tribunal dans un soleil de janvier qui semblait chaud malgré le froid. Les gens les arrêtaient sur les marches, serrant la main de Sam, les félicitant. Ruby rayonnait, Daisy faisait signe à tout le monde, Jessie tenait fort la main de Sam, et pour la première fois en 4 ans, Sam Hartford se sentait entier. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Sam s'est assis à la table de la cuisine avec James. Ils ne parlaient pas, restaient juste assis dans un silence confortable. Finalement, James a parlé. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. On l'a fait. Je n'aurais pas pu gagner sans ton témoignage. Ces gamins ont fait le gros du travail. Je me suis juste montré. » James a souri. « Tu vas être un bon père pour eux. Tu l'es déjà. Je vais essayer. C'est tout ce que je peux promettre. » C'est assez. James s'est levé. « Je devrais y aller. Je dois être de retour à Denver d'ici la fin de la semaine. Tu visiteras? Essaie de m'en empêcher. Ces gamins sont mes frères et sœurs maintenant. Je dois m'assurer que tu les élèves bien. » Sam l'a accompagné à la porte. James a fait une pause sur le seuil. « Papa? Ouais, je te pardonne. Pour maman, pour tout. Je te pardonne. » Sam a tiré son fils dans une étreinte, l'a tenu fort. « Merci. » Après le départ de James, Sam a vérifié les enfants une fois de plus. A trouvé Jessie assis dans son lit, son carnet de dessin sur les genoux. Le garçon a levé les yeux quand Sam est entré. « Tu ne peux pas dormir. » Jessie a secoué la tête, a tendu son dessin. Il montrait Sam les bordant tous les trois dans leur lit, un sourire sur chaque visage. « C'est comme ça que tu le vois ?» a demandé Sam. Jessie a hoché la tête. Puis il a ramassé son crayon. Sa main tremblait alors qu'il écrivait, les lettres tremblantes mais claires. « Merci, papa. » 2 mots, les premiers que Jessie lui avait écrits directement. La vision de Sam s'est brouillée. « De rien, fils. » Jessie a posé le crayon et cherché la main de Sam, et puis, d'une voix rouillée par l'inactivité, fissurée par 2 ans de silence, à peine au-dessus d'un murmure, mais réelle et vraie et miraculeuse, il a parlé. « Je t'aime. » Le souffle de Sam s'est coupé. « Jessie, est-ce que tu viens de... »« Je t'aime, papa. » Plus fort cette fois, les mots maladroits mais déterminés. « Je t'aime tellement. » Sam a tiré le garçon dans ses bras, l'a tenu alors que Jessie pleurait et riait, et continuait de le dire encore et encore comme s'il avait économisé les mots pendant des années et ne pouvait plus s'arrêter maintenant qu'ils avaient commencé à couler. Ruby est apparue dans l'encadrement de la porte, ses yeux immenses. « Jessie, tu parles? »« Il parle, » a dit Sam, sa propre voix se brisant. Ruby a couru vers eux, a jeté ses bras autour d'eux deux. Daisy s'est réveillée, a commencé à pleurer depuis son berceau. Sam a rassemblé les 3 enfants contre lui, a tenu sa famille ensemble et s'est laissé croire au miracle, parce que c'était ce que c'était, un miracle. 3 enfants qui avaient marché à travers le feu. Un homme qui était mort à l'intérieur depuis 4 ans. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, ils s'étaient sauvés mutuellement. La porte s'était ouverte, et cette fois, elle ne se fermerait plus jamais. La voix de Jessie est revenue lentement, comme de l'eau s'infiltrant dans une terre craquelée par la sécheresse. Au début, juste des mots uniques, chuchotés et hésitants. « Oui, non, s'il te plaît. » Puis des phrases courtes. « J'ai faim, je peux aider? Regarde ce que j'ai dessiné. » Sam savourait chaque syllabe comme un homme mourant de soif. Ruby a pleuré la première fois que Jessie a dit son nom à voix haute. Daisy a applaudi et ri, ne comprenant pas pourquoi tout le monde faisait tant d'histoires. 2 semaines après le procès, Jessie est descendue pour le petit déjeuner et a dit, clair comme de l'eau de roche, « Bonjour, papa. Bonjour, Ruby. Bonjour, Daisy. » Ruby a laissé tomber l'assiette qu'elle tenait. Elle s'est brisée sur le sol. Elle ne l'a même pas remarqué. « Tu as dit une phrase entière et complète. » Jessie a souri. « J'en ai plein d'autres d'où ça vient. Je les économise depuis 2 ans. Alors commence à parler, petit frère. Je veux tout entendre. » Et Jessie l'a fait. Les mots sont sortis en cascade, 2 ans de silence se brisant comme un barrage. Il leur a parlé des cauchemars qu'ils faisaient encore parfois, d'avoir été enfermés dans la cave, d'avoir regardé leur maman mourir et de penser que s'ils restaient juste assez calmes, assez petits, assez invisibles, peut-être que Dieu ne le remarquerait pas et ne le prendrait pas aussi. Je pensais que si je ne parlais pas, ne faisais pas de bruit, peut-être que les gens me laisseraient rester,
a-t-il dit un soir au dîner. Maman est morte en hurlant. J'ai pensé que peut-être être silencieux garderait la mort à distance. La gorge de Sam s'est serrée. La mort ne marche pas comme ça, fils. Je sais ça maintenant, mais j'avais 6 ans et j'avais peur. Et puis tante Margaret, elle m'aimait mieux calme, disait que j'étais moins de problèmes comme ça. Jessie a poussé la nourriture dans son assiette. Au bout d'un moment, j'ai oublié comment recommencer. Les mots étaient tous enfermés à l'intérieur et je ne trouvais pas la clé. Qu'est-ce qui a changé? A demandé Ruby doucement. Jessie a regardé Sam. Papa a changé. Il n'avait pas besoin que je parle pour me voir. N'avait pas besoin que je sois bruyant pour savoir que j'étais là. Sa voix est devenue calme. Il m'aimait juste quand même, et ça a rendu sûr d'essayer. Sam a dû quitter la table, ne pouvait pas laisser les enfants le voir pleurer. S'est retrouvé sur le porche, ses mains tremblantes, sa poitrine si pleine que ça faisait mal. Ruby est sortie, s'est tenue à côté de lui. « Vous allez bien? »« Ouais, j'avais juste besoin d'1 minute. Il vous vénère, vous savez, Jessie. Vous suit partout, regarde tout ce que vous faites. Je ne vaux pas la peine d'être vénéré. Je suis juste un homme essayant de ne pas gâcher 3 gamins qui ont déjà traversé l'enfer. » Vous êtes plus que ça, Ruby s'est appuyée contre la rampe du porche. Vous êtes la première personne qui nous a jamais choisis. Pas parce que vous deviez, pas à cause du sang ou de l'obligation, mais parce que vous vouliez. Sam l'a regardé, cet enfant qui avait marché 40 000 à travers une chaleur mortelle, qui avait gardé sa famille en vie par pure volonté, devenait quelqu'un de remarquable. Je suis le chanceux. Vous 3, vous m'avez rendu ma vie, alors je suppose qu'on est quitte. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, rendant la prairie verte et sauvage. Sam a inscrit Jessie à l'école aux côtés de Ruby. Le garçon a lutté au début. La lecture venait difficilement après 2 ans de silence, mais il l'a attaqué avec la même détermination qu'il apportait à tout le reste. Son institutrice, Mademoiselle Abernathy, a pris Sam à part après la première semaine. « Monsieur Hartford, votre fils est remarquable. La plupart des enfants qui ont traversé ce qu'il a traversé, ils seraient brisés. Mais Jessie, il a de l'acier en lui. Il tient ça de sa sœur. Il tient ça de vous tous, toute cette famille. Vous êtes quelque chose de spécial. » La vie s'est installée dans un rythme. Sam travaillait au ranch avec Jessie à ses côtés, lui apprenant à attraper au lasso et à monter à cheval et à lire le temps dans le ciel. Ruby aidait avec Daisy, avec la cuisine, avec le maintien de la maison. Mais Sam s'assurait qu'elle ait du temps pour l'école, pour les amis, pour avoir 11 ans au lieu d'être une mère pour ses frères et ses sœurs. « Tu n'as plus besoin de travailler si dur, lui a-t-il dit un samedi, quand il l'a trouvé en train de frotter les sols. Tu as le droit de te reposer. Je sais, mais j'aime garder les choses jolies. Ça fait te sentir plus comme chez nous. C'est à toi. Tout ça, cette maison, cette terre, cette vie, tu n'as pas besoin de la gagner. » Ruby a posé sa brosse. Je commence à croire ça. Ça a pris du temps, mais j'y arrive. En mars, Sam a déposé les papiers d'adoption. Et rendu ça officiel, Ruby May Hartford, Jessie Samuel Hartford, Daisy Rose Hartford. Le juge a signé sans audience, a juste regardé les 3 enfants assis dans son bureau et a dit « Il était temps. » Cette nuit-là, Sam les a rassemblés autour de la table de la cuisine. « J'ai quelque chose pour vous. » Il a sorti 3 paquets emballés dans du papier brun. Ruby a ouvert le sien en premier. À l'intérieur se trouvait un médaillon sur une chaîne en argent. Elle l'a ouvert, a trouvé une photo de leur mère d'un côté. « Où avez-vous eu ça? » J'ai demandé autour de moi à Casper. Trouver une femme qui connaissait votre maman, avait cette photo, a pensé que tu devrais l'avoir. Les yeux de Ruby se sont remplis. « Merci. » Le paquet de Jessie contenait un nouvel ensemble de crayons à dessin et un carnet de croquis reliés en cuir. Sur la première page, Sam avait écrit « Pour Jessie Samuel Hartford, dont les images racontent des histoires que les mots ne peuvent atteindre. » Jessie a jeté ses bras autour du cou de Sam. Meilleur cadeau de tous les temps. Celui de Daisy était une poupée de chiffon que Madame Chen avait cousue, avec des cheveux en laine jaune et un sourire cousu en fil rouge. Le bébé l'a serré fort, déjà amoureuse. Il y a une chose de plus, Sam a sorti un morceau de papier. Vos certificats d'adoption. Ça rend ça légal, ça fait de vous les miens aux yeux de la loi. Ruby a lu le sien, ses lèvres bougeant sur les mots. Ruby May Hartford, fille de Samuel Joseph Hartford. Elle a levé les yeux. Fille, ça dit fille,
C'est ce que tu es, mais on est adopté. Pas du sang, ça ne fait rien. Vous êtes à moi. Tous les trois. Le sang signifie juste que vous êtes apparentés. La famille signifie que vous vous êtes choisis et que vous continuez de choisir chaque jour. Jesse a attrapé son certificat, l'a tenu comme s'il était fait d'or. Je peux encadrer ça? Tu peux faire ce que tu veux avec, c'est à toi. Cette nuit-là, Jesse a accroché son certificat au mur à côté de son lit. Ruby a glissé le sien dans sa tête d'oreiller, où elle pouvait le toucher quand les cauchemars venaient. Et Sam s'est assis sur le porche, regardant les étoiles, pensant à Catherine. Tu avais raison, a-t-il dit au ciel nocturne, à propos des secondes chances, à propos d'ouvrir des portes, à propos de l'amour valant le risque. Il a avalé difficilement. J'aimerais que tu puisses les rencontrer. Tu aimerais le feu de Ruby, la force tranquille de Jesse, le rire de Daisy. Ils sont tout ce qu'on voulait, tout ce que je ne pensais pas mériter. Le vent a bougé à travers l'herbe. Sam a choisi de croire que Catherine l'entendait. En avril, Margaret a fait une dernière tentative, s'est présentée au ranch sans avertissement, buggy chargé de mal. Sam l'a rencontrée au portail. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Je ne suis pas là pour des ennuis. Je pars, je retourne dans l'Est vivre avec ma cousine à Philadelphie. Elle a fixé la maison. Je voulais dire au revoir aux enfants. Ils ne veulent pas vous voir, je sais. La voix de Margaret était plate. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai perdu. Je voulais juste qu'ils sachent que je suis désolé. Pour tout ça, Sam l'a étudié, a vu un regret sincère dans ses yeux, peut-être. Ou peut-être juste la douleur de perdre un combat qu'elle était sûre de gagner. Attendez ici. Il est allé à l'intérieur, a trouvé les enfants dans la cuisine. Votre tante est dehors, dit qu'elle quitte la ville, veut dire au revoir. Le visage de Ruby est devenu dur. Non, je ne vous demande pas de lui pardonner, je demande juste si vous voulez une conclusion, si vous voulez lui dire ce que vous avez besoin de lui dire avant qu'elle parte. Ruby a regardé Jesse. Il a haussé les épaules. J'ai des choses à dire si tu veux les entendre. Ils sont sortis ensemble. Margaret se tenait près de son buggy, ses mains jointes devant elle. Ruby, Jesse, Daisy. Sa voix s'est brisée. Vous avez l'air bien. Nous allons bien. Le menton de Ruby s'est levé. Pas grâce à toi. Je sais. Je sais que je vous ai failli. À vous tous. J'ai été égoïste et cruel, et j'ai mis mon propre confort au-dessus de votre sécurité. Les yeux de Margaret étaient humides. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolé, et que j'espère que vous trouverez le bonheur ici. Jesse s'est avancé. Tu nous as fait du mal, traité comme si on n'était rien. Faites penser qu'être calme me garderait en sécurité, alors qu'en réalité, tu voulais juste que je disparaisse. Je sais, mais tu nous as aussi gardés en vie quand maman est morte. Tu aurais pu nous remettre à l'état. Tu ne l'as pas fait. Ça compte pour quelque chose. La voix de Jesse s'est stabilisée. Alors je vais dire merci pour cette partie, et au revoir pour le reste. Margaret a essuyé ses yeux. Tu es un bon garçon, mieux que je ne méritais. Elle a regardé Ruby. Et tu es forte, plus forte que moi. Tu feras de grandes choses, je le sais. Ruby n'a rien dit, est juste restée là, son visage illisible. Margaret est montée dans son buggy. Traitez-les bien, Monsieur Hartford. Ils sont précieux, même si je ne pouvais pas le voir. Je le ferai. Elle est partie. Ils ont regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. « Ça va? » a demandé Sam à Ruby. « Ouais, en fait, ça va. » Elle a pris une inspiration. Elle est partie, vraiment partie. Elle ne peut plus nous faire de mal. Non, elle ne peut plus. Jesse a attrapé la main de Sam et serré fort. On est en sécurité maintenant, pour de vrai et pour toujours. Pour de vrai et pour toujours, est convenu Sam. L'été a apporté de longues journées. Journée et un travail dur. Le ranch a prospéré. Sam a embauché 2 ouvriers pour aider avec le bétail, leur a payé des salaires justes, les a traités correctement. Jesse travaillait à leur côté, absorbant le savoir comme une éponge. À 9 ans, il pouvait attraper un veau au lasso et réparer une clôture, et lire l'humeur d'un cheval mieux que des hommes 2 fois plus âgés. Ruby est devenue une habituée de l'école, aidant Mademoiselle Abernathy avec les plus jeunes enfants pendant son temps libre. « J'aime enseigner », a-t-elle dit à Sam. « J'aime voir les enfants apprendre de nouvelles choses. Ça me fait me sentir utile. Tu es utile, mais tu as aussi le droit d'être une enfant. Je suis une enfant qui se trouve aimer aider. » Daisy a grandi en une terreur sur 2 jambes.
curieuse de tout, effrayée de rien, avec un rire qui pouvait éclairer le jour le plus sombre. Elle suivait Jesse partout, essayait de faire tout ce qu'il faisait, tombait et se relevait sans pleurer. Elle est intrépide, a dit Ruby, regardant Daisy chasser des poulets. Je me demande d'où elle tient ça. De toi. De vous deux, Sam a souri. Elle ne se souvient pas des moments difficiles. Ne se souvient pas d'avoir eu faim ou peur. Pour elle, cette vie est tout ce qu'elle a jamais connu. C'est comme ça que ça devrait être. Les enfants ne devraient pas avoir à se souvenir du mauvais. Tu te souviens? Ouais, mais je choisis de me souvenir du bon aussi. Le rire de maman. La façon dont elle chantait en travaillant. Comment elle faisait de tout une aventure. La voix de Ruby s'est adoucie. Et je me fais de nouveaux bons souvenirs. Chaque jour avec vous, avec Jessie, avec Daisy. De bons souvenirs qui dureront pour toujours. En nous, James est revenu visiter et amener une femme avec lui. Papa, les enfants, voici Elizabeth. On va se marier. La femme était jolie, avec des yeux gentils et un sourire prêt. Elle s'est accroupie au niveau de Daisy. « Salut-toi. Ton frère m'a tout raconté sur toi. » Daisy s'est cachée derrière la jambe de Sam, a jeté un coup d'œil. « Salut, je vais être ta belle-sœur. Ça veut dire qu'on est de la famille maintenant. Est-ce que ça te va? » Daisy a considéré cela, puis a hoché la tête. « D'accord, tu as l'air gentille. » Elizabeth a ri. « Je prends. » Le mariage a eu lieu en septembre, petit et simple. Ruby a servi de demoiselle d'honneur à Elizabeth. Jessie s'est tenue avec James. Daisy a jeté des pétales de fleurs avec plus d'enthousiasme que de précision. Pendant la réception, James a pris Sam à part. « Merci. Pourquoi? Pour m'avoir montré à quoi ressemble la famille, ce que ça signifie de se battre pour les gens qu'on aime. » James a jeté un coup d'œil à Elizabeth. « J'étais mort à l'intérieur après la mort de maman. J'ai pensé que je resterais comme ça pour toujours. Mais te regarder avec ces gamins, te voir revenir à la vie, ça m'a fait penser que peut-être je pourrais aussi. De rien. Et James, elle est bien pour toi. Ta maman l'aurait aimé. Ouais, elle l'aurait aimé. » Cette nuit-là, après le départ des invités et le coucher des enfants, Sam s'est retrouvé seul sur le porche à nouveau. Cette fois, il ne pensait pas à ce qu'il avait perdu. Il pensait à ce qu'il avait trouvé. 3 enfants qui avaient trébuché dans sa vie et l'avaient bouleversé. Un fils qui était rentré à la maison et lui avait pardonné. Un avenir qui semblait brillant au lieu de sombre. Ruby est sortie, enveloppée dans une courte pointe. « Tu ne peux pas dormir? » Je réfléchis juste. À quoi? À comment il y a un an j'étais seul, mourant lentement, faisant les mouvements mais ne vivant pas vraiment. Sam l'a regardé. « Puis tu as frappé à ma porte. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Ruby, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des mois. » Elle s'est assise à côté de lui. « Quoi? Je t'aime, toi et Jessie et Daisy. Pas parce que vous êtes des orphelins que j'ai recueillis. Pas parce que je compense d'avoir failli à votre maman. Mais parce que vous êtes mes enfants, les miens. Et je vous aime plus que tout dans ce monde. » Les yeux de Ruby se sont remplis de larmes. « Je t'aime aussi, papa. Tellement que ça me fait peur, parfois. » Pourquoi ça te fait peur? Parce que aimer les gens signifie qu'on peut les perdre. Et j'en ai déjà perdu tellement. Ouais, on peut les perdre, c'est le risque. Mais Ruby, l'alternative est de ne jamais aimer personne. De ne jamais laisser personne entrer. Et ce n'est pas vivre, c'est juste exister. Sam a mis son bras autour d'elle. « Ta maman t'a aimé assez pour te donner la vie. Je t'aime assez pour te donner un foyer. Et un jour, tu aimeras quelqu'un assez pour construire ta propre famille. C'est comme ça que ça marche. L'amour continue de grandir, même quand la perte essaie de le tuer. » Ruby s'est appuyée contre son épaule. « Tu vas aller bien quand je grandirai et partirai, pas vrai? C'est dans longtemps. Mais quand ça arrivera, tu iras bien. » Sam y a réfléchi. Il y a un an, la réponse aurait été non. Maintenant, j'irai bien, parce que tu ne partiras jamais vraiment. Tu seras toujours ma fille, toujours une partie de cette famille. La distance ne change pas ça. Ils sont restés assis dans un silence confortable, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. « Papa? »« Ouais? Merci d'avoir ouvert la porte. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir frappé. Merci d'avoir été assez courageuse pour demander de l'aide. On était désespérés. Ce n'était pas une question de courage. Être courageux, c'est faire ce qui doit être fait, même quand on est terrifié.
C'est exactement ce que tu as fait. Toi et Jesse, vous avez marché 40 000 pour sauver Daisy, pour vous sauver mutuellement. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ruby a essuyé ses yeux. Je devrais aller au lit. École demain. Dors bien, ma chérie. Elle l'a serré fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Les années ont passé. Ruby a grandi en une jeune femme qui est devenue institutrice, suivant les traces de Mademoiselle Abernathy. Jesse est devenu éleveur, a repris plus de travail alors que Sam vieillissait. Daisy s'est transformée en une fille pleine d'esprit qui voulait être médecin par-dessus tout. Ils sont restés proches, sont restés une famille. À travers le mariage de Jesse avec une fille de la ville, à travers les fiançailles de Ruby avec un jeune avocat de Cheyenne, à travers l'acceptation de Daisy à l'école d'infirmière dans l'Est. À travers tout ça, Sam a regardé et aimé et s'est émerveillé de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Quand Sam a eu 65 ans, son cœur a commencé à lui causer des problèmes. Doc Reynard a pris les enfants à part, leur a dit franchement, il a peut-être 1 an, peut-être moins. Je suis désolé. Ils se sont rassemblés autour de son lit, ces 3 âmes qu'il avait sauvées et qu'il avait sauvées en retour. Ne soyez pas si triste, a dit Sam. J'ai eu une bonne vie, meilleure que je ne méritais. Ne dis pas ça, a chuchoté Ruby. Elle avait 26 ans maintenant, mariée avec un bébé à elle. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. J'ai eu tout ce qu'il y a de bon. Je vous ai eu tous les 3. J'ai pu vous voir grandir. J'ai pu vous voir devenir les personnes que j'ai toujours su que vous seriez. La voix de Sam était faible, mais sûre. J'ai pu être votre papa. C'est plus qu'assez. Jesse a serré sa main. Tu n'as pas encore fini. Il te reste encore du combat. Peut-être, mais si je n'en ai pas, je veux que vous sachiez quelque chose. Tous. Sam a regardé chacun d'eux. Ce jour où vous avez frappé à ma porte, j'allais vous renvoyer. J'allais fermer cette porte et retourner mourir lentement. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être l'esprit de Catherine. Peut-être Dieu. Peut-être juste l'univers sachant que j'avais besoin d'être sauvé autant que vous. Il a fait une pause et rassemblé des forces. Ouvrir cette porte a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Vous 3, vous m'avez donné un but, m'avez donné de l'amour, m'avez donné une raison de vivre à nouveau. Alors merci d'avoir frappé, d'être resté, d'être mes enfants. Daisy pleurait ouvertement. La mâchoire de Jesse était serrée fort. Ruby tenait sa main comme si elle pouvait le garder là par pure volonté. « On t'aime, papa », a dit Ruby. « Tellement. Je sais. Et je vous aimerai toujours, même après mon départ. » Sam a souri, parce que c'est ce que fait la famille. L'amour ne finit pas. Il change juste de forme. Il a duré encore 6 mois. Assez longtemps pour rencontrer le 2e bébé de Ruby, assez longtemps pour voir le ranch de Jesse devenir rentable. Assez longtemps pour voir Daisy obtenir son diplôme d'infirmière. Il est mort un dimanche matin au début du printemps. Les fenêtres ouvertes, les enfants rassemblés autour. Ses derniers mots ont été « Merci de m'avoir choisi en retour ». Ils l'ont enterré à côté de Catherine. Aux funérailles, Jesse a parlé. Mon papa disait que le sang signifie juste qu'on est apparenté. La famille signifie qu'on s'est choisi et qu'on continue de choisir chaque jour. Il nous a choisis quand on n'avait rien, quand on était désespéré et effrayé et à moitié mort sur son poche. Et il a continué de nous choisir chaque jour après. À travers les batailles judiciaires et les cauchemars et toutes les parties difficiles d'élever 3 enfants brisés, la voix de Jesse s'est brisée. Mais on n'était pas brisés, on était juste blessés. Et il nous a aidés à guérir. Nous a aidés à apprendre à quoi ressemblait l'amour, ce que signifiait de la famille, ce que ça faisait d'être voulu. Il a essuyé ses yeux. Il nous a sauvés. Mais plus que ça, il nous a laissé le sauver. Et c'est le plus grand cadeau que quiconque puisse donner. La chance de compter. La chance d'être choisi. La ville de Casper est sortie pour les funérailles. Des gens dont Sam avait touché la vie, dont il avait aidé les enfants, dont il avait restauré la foi en l'humanité, juste en étant un homme décent. Après le départ de tout le monde, les 3 frères et sœurs se sont tenus près de la tombe. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Daisy. Elle avait 18 ans, sur le point de commencer sa carrière. « On continue » a dit Ruby. « On vit les vies qu'il s'est battu pour nous donner.
On aime nos familles comme il nous a aimés. On ouvre des portes pour les gens qui ont besoin d'aide. Elle a touché la pierre tombale. On s'assure que son héritage perdure. Et on raconte l'histoire, a ajouté Jessie, à propos d'un homme qui avait tout perdu et de 3 enfants qui avaient été jetés. À propos de comment ils se sont trouvés et ont construit quelque chose de beau à partir des morceaux brisés. Ils se sont tenus ensemble, se tenant de la main, la famille que le sang n'avait pas faite, mais que le choix avait faite. Cette nuit-là, Ruby a trouvé une lettre dans le bureau de Sam, adressée à tous les 3, écrite des semaines avant sa mort. Mes enfants, si vous lisez ceci, je suis parti. Ne soyez pas tristes. J'ai vécu une vie pleine, aimé profondément, pu être un père pour 3 personnes remarquables. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Quand j'ai ouvert cette porte et que je vous ai vu là, j'ai pensé que je vous sauvais. Mais la vérité est que vous m'avez sauvé. Vous m'avez rendu ma vie quand j'avais renoncé à vivre. Alors continuez. Continuez de vous choisir mutuellement. Continuez d'ouvrir des portes pour les gens qui ont besoin d'aide. Continuez de croire, que les choses brisées peuvent être réparées et que les gens perdus peuvent être trouvés. Vous étiez ma seconde chance, ma rédemption. Ma preuve qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que le chagrin. Je suis fier de vous tous. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Amour, papa. Ruby a plié la lettre soigneusement, l'a rangée en sécurité. Il a raison, tu sais, à propos de se sauver mutuellement. Ouais, a dit Jessie. Il a raison. On devrait raconter cette histoire, a dit Daisy. Aider d'autres gens à comprendre que la famille n'est pas toujours le sang. Parfois, les gens qui vous sauvent sont ceux qui vous choisissent. On le fera, a promis Ruby. On la racontera jusqu'à ce que tout le monde sache, jusqu'à ce que chaque enfant orphelin comprenne qu'il y a des portes qui s'ouvriront, qu'il y a des gens qui les choisiront. Ils ont quitté la maison ensemble, ont verrouillé la porte derrière eux, mais dans leur cœur, cette porte restait ouverte, resterait toujours ouverte, pour quiconque assez désespéré pour frapper, quiconque assez courageux pour demander de l'aide, pour quiconque avait besoin d'apprendre ce qu'ils avaient appris. Que la famille est un choix, que l'amour est une action, que parfois les gens les plus brisés se sauvent mutuellement, et qu'ouvrir une porte, dire oui quand tout le monde dit non, peut changer le monde. 3 enfants avaient marché 40 000 à travers l'enfer et avaient trouvé un foyer. Un homme avait ouvert une porte et trouvé la rédemption. Ensemble, ils avaient construit une famille qui prouvait que l'amour était plus fort que le sang, le choix plus puissant que l'obligation et les secondes chances plus précieuses que tout ce que ce monde avait à offrir. Le ranch tient toujours. Les arrière-petits-enfants de Ruby le dirigent maintenant. Et au-dessus de la porte, gravée dans le linteau, se trouvent des mots que Jessie a gravés là l'année où Sam est mort. Cette porte est toujours ouverte pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, pour ceux qui peuvent être sauvés, parce que c'est ce que fait la famille.